Allez, Étienne, je te donne la parole pour faire une petite présentation de Mathieu Olivier. Bonjour à tous. Tout d'abord, encore une fois, merci à Philippe Chiron d'organiser ces conférences du lundi qui nous sont enviées. Ça nous permet de centraliser toutes les connaissances avec un format vidéo, de pouvoir les regarder dans quelques années, les regarder souvent. Et on a la chance d'avoir de très bons orateurs qui répondent présents. C'est notamment le cas ce soir avec le professeur Olivier de Marseille, qui est d'ores et déjà une légende vivante de notre spécialité. C'est le Bernard Tapie de l'orthopédie. Ça commence vite, fort. J'espère que tu n'auras pas le passage à vide comme il a eu lui, mais félicitations pour tout ce que tu as déjà fait. Passage en prison surtout. Ouais. Les 400 millions, ils sont… Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu Olivier est chirurgien hospitalier universitaire, professeur aux hôpitaux de Marseille, spécialisé en chirurgie du genou et plutôt en chirurgie conservatrice, chirurgie du sport et les ostéotomies dont il va parler aujourd'hui. Il fait partie de nombreuses sociétés savantes. Il a plus de 220 ou 240 publications sur PubMed. Donc, quelqu'un qui cherche et sait faire les choses et publie ce qu'il arrive à montrer, ce qui prouve bien l'excellence dans laquelle il a évolué et qu'il continue à faire perdurer, notamment au sein de son service. Il va nous parler ce soir des ostéotomies autour du genou. Alors moi, je dois dire que j'ai bien écouté tous ces principes, que je trouve que c'est des interventions qui sont très, très difficiles, qu'il faut bien écouter tous les principes et toute la façon dont les choses ont été revisitées, notamment récemment par Mathieu et par ses confrères allemands, notamment, qui ont une autre façon de voir les choses que la nôtre. Donc, écoutez bien, vous allez apprendre beaucoup de choses et j'espère que ça sera le plus pratique possible pour que nous puissions nous imprégner de tout ça. Merci Mathieu, encore une fois, d'être avec nous ce soir. Merci Étienne, merci l'équipe toulousaine, Nico, Monsieur Bonnevielle, Monsieur Chiron. C'est un immense honneur de faire cette com. Effectivement, comme tu l'as dit Étienne, ce format est envié et enviable parce que vous avez réussi à faire quelque chose qui se regarde beaucoup, surtout pendant la période du confinement. Je pense que vous nous avez poussé à faire la même chose. Et les Marseillais, on est toujours très attentifs à ce qui se passe à Toulouse parce qu'il y a de grandes choses. Vous êtes très moteur, vous êtes très en avance, je trouve, sur le mode d'enseignement, sur beaucoup de choses autour de l'orthopédie. Et vraiment, je suis très touché d'être invité ce soir. Alors, on va parler d'ostéotomie. Effectivement, c'est un sujet un peu difficile et j'ai essayé de vous le digérer au maximum. Je suis bien sûr ouvert à toutes les questions à la suite. Je suis ouvert toujours à la discussion. C'est un sujet qui m'est tombé dessus, on va dire, sur le tard, à la toute fin de mon internat, voire au début de mon assistanat. Et maintenant, c'est une passion vraiment dévorante. C'est mon intervention préférée. Je pourrais faire que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cette passion, elle n'est pas venue toute seule. Je la dois à deux personnes en particulier. Mon mentor, Sébastien Parat, qui m'a appris à faire de l'ostéotomie, et Christiane Clé, qui est en photo avec moi, là, au milieu, qui est la personne, je pense, qui m'a le plus impressionné chirurgicalement dans toute ma vie. Et c'était le cas encore. J'ai fait un cours avec lui sur les ostéotomies grâce à Newclip, que je mets aussi en partie, puisqu'ils ont eu une grande place aussi dans mon apprentissage de l'ostéotomie. Donc, pour une fois qu'une société savante permet d'apprendre les choses à un chirurgien, je trouve que ça vaut le coup de le souligner. Et il m'a encore impressionné la semaine dernière, on a fait un cours tous les deux. À chaque fois que je fais ce cours avec lui, je me dis j'ai progressé, je me rapproche de ce que je pense être la meilleure personne sur Terre pour faire une ostéotomie. Et à chaque fois, je me rends compte que la marche, elle est encore immense et il a tellement de trucs à m'apprendre que c'est un bonheur systématique de faire un cours avec lui. Même sur sexe, c'est invraisemblable la précision qu'il a. Allons directement dans le dur. Les clés du succès d'une ostéotomie, pour moi, elles sont assez simples. Les indications font quasiment tout le job, mais comme dans toute opération, quoi, quelle qu'elle soit, hein, si vous ratez vos indications, vous ratez vos chirurgies. Pascal Boileau a l'habitude de dire être un soldat au bloc, c'est facile, être un stratège en amont du bloc, c'est difficile. La planification, c'est aussi de la stratégie militaire, donc c'est être un stratège. Et la chirurgie, même si c'est vrai que ça peut être vu comme une intervention qui est assez difficile à réaliser, comme toute chirurgie, il y a une courbe d'apprentissage et des trucs et astuces à connaître pour se simplifier la vie. La plupart de ces choses-là, c'est savoir quel geste de correction réaliser, où le faire, comment le faire.
essayer de maintenir une charnière osseuse intacte pour améliorer la chance de consolidation. Et après, le reste, c'est vraiment assez basique, puisque c'est la plus vieille opération de l'orthopédie. Hippocrate, même s'il n'ouvrait pas les gens pour le faire, faisait des ostéotomies sur sa table hippocratique 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. À quoi ça sert une ostéotomie? Ça sert à modifier la biomécanique du genou. Quand est-ce que je dois y penser? Quand il existe une déformation axiale responsable d'une anomalie mécanique. Par exemple, une usure précoce du cartilage, une atteinte méniscale précoce, une symptomatologie d'usure qui se manifeste de diverses façons dans le genou. Et le but d'une ostéotomie, c'est toujours de corriger une déformation osseuse métaphyséale. Donc ça, c'est le... Il y en a un qui a un peu d'écho. Hugo, tu as de l'écho. Donc, il faut faire simple. Quand on sait qu'on fait une ostéotomie, en tout cas entre mes mains, quand il existe un problème mécanique qui s'explique par des déformations en dehors du genou. C'est le concept dit de déformation substantielle. Autrement dit, on ne fait pas une ostéotomie quand la déformation est intra-articulaire. En tout cas, on arrive sur des indications assez borderline et on va en parler. L'ostéotomie est contre-indiquée quand la déformation majoritaire du membre est intra-articulaire, auquel cas il faut faire un geste intra-articulaire. Il existe des ostéotomies intra-articulaires, mais c'est des chirurgies qui sont vraiment difficiles. Quand vous faites face à une pathologie inflammatoire et pas dégénérative, et quand vous faites face à un risque de complication ou d'échec qui est non acceptable. Par exemple, face à un patient qui a une ostéoporose ou une ostéopénie massive, vous avez des cicatrices qui ne vont pas vous aider à opérer, que le patient est tabagique ou addict à quelques drogues. Je vous déconseille de faire une ostéotomie dans ces circonstances-là, comme vous ne feriez pas une cure de pseudarthrose, ça revient au même. Sur ces patients-là, il faut réfléchir vraiment à mettre toutes vos chances de votre côté parce que c'est une chirurgie qui est vite catastrophique quand les complications arrivent. Les cas borderline, alors moi j'y pense, mais je vous conseille d'y penser secondairement, après avoir fait des indications standards. Lésions méniscales plus déformations extra-articulaires, type greffe méniscale, reconstruction méniscale complexe. Moi, je fais des ostéotomies additionnelles quand il y a des déformations extra-articulaires de plus de 5 degrés. Ça me semble être une bonne stratégie pour améliorer les chances de cicatrisation des ménisques. Quand il y a une instabilité chronique, on n'en parlera pas parce que c'est des ostéotomies sagittales, avec des corrections de pente, par exemple. Quand il y a une instabilité patellaire, mais on n'en parlera pas, puisque c'est des ostotomies qui touchent au plan, cette fois, torsionnel, au plan coronal, au plan transversal, donc les ostotomies de réaxation en rotation des membres. Post-traumatique, là, c'est encore une fois, c'est des ostotomies intra-articulaires, ce qu'on appelle des Shiba ou des Eric Johnson, en fonction que ça touche le compartiment médialo-latéral. On n'en parlera pas non plus, parce que c'est des indications qui sont vraiment à part, c'est des toutes petites niches. Quand il y a les troubles de la marche, encore une fois, on peut se retrouver dans le cadre de pathologies torsionnelles. Et quand vous avez un triple varus massif, c'est-à-dire une atteinte intra- et extra-articulaire très importante, il est indiqué parfois de faire des ostotomies plus prothèses, qu'elles soient partielles ou totales. Alors, on va commencer à rentrer dans le dur avec comment on analyse une déformation osseuse. Mikulicz, vous verrez que c'est un nom qui revient beaucoup dans ce topo. Johann Mikulicz, c'est un chirurgien polonais, ukrainien, hongrois. C'était un peu à géographie variable. C'est la fin du 19e siècle. Avec les guerres qu'il y a eu, on ne sait pas trop, mais en gros, on peut dire qu'il était a priori hongrois ou ukrainien. Il a défini cette ligne jaune qu'on appelle la ligne de passage de force. Vous voyez, la ligne jaune, la ligne violette, c'est le même malade, mais elle ne passe pas au même endroit. Sans radiographie, il a défini que tout le monde avait un passage de force qui passait à un endroit qu'il a défini comme MAD, c'est le medial distance de la fameuse ligne de Mikulicz, qui est environ entre 6 et 8 mm. Et vous voyez, il a défini que cette ligne de passage de force, elle passait au niveau du plateau tibial médial. Alors, la ligne de Mikulicz, on a du mal à la définir parce que la seule qui nous est parvenue avec le temps, à travers sa thèse de médecine, malheureusement, le dessin est replié. Mais on a acheté à prix d'or avec Christian Clay il y a 3 ans un des 6 exemplaires de la thèse de Mikulicz encore disponible. Donc là, voilà, vous voyez, ça, vous allez me dire, c'est pas sorcier, mais sans radiographie, dire qu'il y a une ligne qui passe par le centre du genou, le centre de la tête fémorale, le centre du talus, en 1870, c'est pas si simple. Et cette ligne est, pour nous, la base de toute la discussion des ostéotomies. Pourquoi on parle de la ligne de Mikulicz et pas de HKA, par exemple? Parce que cette ligne de Mikulicz, elle est très simple. Vous tirez un trait, si elle est en dedans des épines tibiales, vous êtes en varus, si elle est en dehors, vous êtes en valgus. Elle ne va pas plus loin, alors qu'HKA essaye déjà de raisonner en termes de déformation. HKA, donc hip knee angle, c'est la représentation de 3 angles.
MPTA, la déformation mécanique tibiale, MLDFA, la représentation de la déformation mécanique fémorale, et JLCA, donc on va définir ces angles après, et JLCA qui est la répercussion intra-articulaire ou la déformation intra-articulaire. Vu que son sommet est articulaire, si vous réfléchissez à comment on corrige à partir de l'angle HK, vous ferez une erreur puisque les ostéotomies ne sont pas intra-articulaires. Donc, jouer sur un angle dont le sommet est intra-articulaire et qui est lui-même la représentation de 3 angles, la fusion de 3 angles, ça induit une erreur. C'est pareil pour le planning selon Frank Noyes, dont je ne parlerai pas, où les traits sont tracés en intra-articulaire. Je vous demande, ce n'est pas des choses à retenir. Franchement, plus personne planifie selon Noyes à part les Nord-Américains. Et on rentre sur qu'est-ce que c'est un genou normal. Alors là, vous avez Dror Palais, en plus de faire des dessins lui-même légèrement lissés, hein, puisqu'il a 70 ans et qu'il a des magnifiques photos très lissées sur Google, je vous invite à regarder, c'est assez marrant. C'est vraiment la référence en termes de déformation. Alors, c'est un chirurgien de la déformité, il corrige des jambes d'enfants, hein, le plus souvent. Et vous voyez, ces publications, qui malheureusement sont le plus souvent extraits d'une quarantaine de malades, font état d'une déformation de cet angle, mechanical lateral distal femur angle, qu'il faut apprendre, hein, c'est comme ça, c'est celui qu'on utilise le plus en ostéotomie fémorale, qui est une déformation de 3 degrés de valgus. Donc, c'est le fémur, naturellement, il a 3 degrés de valgus. Le tibia, medial proximal tibial angle, MPTA, il a 3 degrés de varus. Là, c'est les données normales. Un patient normal, il a 3 degrés de valgus fémoral, 3 degrés de valgus tibial, un interligne oblique de 2 à 3 degrés qui se normalise et s'horizontalise quand il passe en appui monopodal. JLCA, non-line convergence angle, c'est l'usure intra-articulaire, la soft tissue correction, c'est-à-dire que c'est la laxité périarticulaire, soit liée à l'usure d'un des compartiments, soit liée à une distension ligamentaire, mais c'est le varus ou le valgus qu'on retrouve dans le genou. Cet angle-là, il n'est pas sympa du tout parce que c'est celui qui rend les ostéotomies relativement imprévisibles dans leur correction. Et on en parlera quand on fera le planning. Encore une fois, qu'est-ce que c'est un genou normal? Alors nous, on a fait une publi dans KSSTA il y a quelques années, il y a 2 ans, sur 600 et quelques scans qui reprenaient exactement les données qu'a publié Johan Mikulic. On revient encore sur ce bon chirurgien hongrois. Johan Mikulic, il dit MPTA 88, MLDFA 88, tout ça en disséquant les genoux et en faisant des rapports, en analysant avec un rapporteur d'angle. Nous, on trouve la même chose. Alors, on a fait les 650 scans, vous voyez, MPTA 86, MLDFA 86. Donc, entre 3, on va dire, on peut admettre qu'on a tous entre 3 et 4 degrés de valgus dans le fémur, 3 à 4 degrés de varus dans le tibia. Une torsion tibiale externe, ce n'est pas le sujet du jour, de 30 degrés, une version fémorale de 20 degrés et une pente, mais qu'elle soit médiale ou latérale, d'environ 6,5 degrés. Ça, c'est ce qu'on retrouvait dans ces papiers qu'on a passés dans KSSTA et dans la JSM sur le sujet, avec des données qui sont assez rares parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'études avec des cohortes aussi larges et il y a pas mal d'ethnies, il y a des Asiatiques, des Africains et des Européens. Ces données sont valables à peu près dans toutes les populations. Donc, on a encore une fois l'être humain normal a un membre inférieur qui est aligné de façon neutre. On a un HKA à 180, on a un genou qui est normo-axé, et ça résulte en fait d'un tibia varus de tibia vara de 3 à 4 degrés, opposé à un tibia valgus de 3 à 4 degrés. Encore une fois, un interligne qui est oblique en appui bipodal et qui devient horizontal en appui monopodal. Donc, c'est parce qu'on ne marche pas on ne saute pas à pieds joints, on marche sur un pied quand on passe le pas. Donc, il est logique d'avoir une légère obliquité de l'interligne en appui bipodal qui se normalise en appui monopodal. Puisque si le genou est horizontal, la tête l'est aussi. Quelle est la correction idéale? Alors là, vous avez un tableau de Rubens, La bataille du bien et du mal, que j'aime bien, parce que là, on rentre dans la guerre. Personne n'a la réponse. On ne sait pas quelle est la correction idéale. Chacun a la sienne. Je vais vous donner la mienne. Je vais vous donner aussi celle des autres. Ça, c'est l'origine du mal, comme on pourrait dire à propos de cette bataille du bien et du mal. C'est un papier de Yoshiyuki Fujisawa, 1979, 54 arthroscopies après ostéotomie tibiale de vagination, et il définit quelle est la meilleure solution pour corriger un génuvarum avec une ostéotomie tibiale de vagination. Et il dit il faut que la ligne de Mikulic, qui au départ est médiale, finisse en latérale à environ 30 à 40% de la largeur du compartiment latéral, ce qui correspond à 65 à 70% de la largeur globale du tibia. Pourquoi apparaît cette notion de largeur globale? Parce que vous allez voir qu'on m'a beaucoup parlé de point de Fujisawa, de point de Mikulic ou de choses comme ça quand on parlera d'ostéotomie. L'idée, c'est quel est l'idéal
projection de la ligne de passage des forces de Mikulicz quand on fait une ostéotomie. Où est-ce que cette ligne de passage des forces doit se retrouver? Et encore une fois, Fujisawa, il dit 65-70%. Mais Fujisawa, il fait des ostéotomies, et ça, c'est de la photo extraite de son article, pour des dossiers qui ne sont pas tout à fait des dossiers que je qualifierais de vraiment indication d'ostéotomie standard. Vous voyez, il met les jambes terriblement en valgus, mais à la base, les gens, ils ont une déformation mixte intra-extra-articulaire qui, de nos jours, serait éligible à une PUC ou une PTG, chose qui n'existait pas en 79 au Japon. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de publication à la base de cette réflexion. Frank Noyes et Doug Dale vont publier cet article quelques années après qui fait référence dans JBJS, et eux, ils disent, et c'est écrit noir sur blanc, ils ont décidé empiriquement, plutôt que de faire 65-70, de faire 62-66. Donc, ils réduisent un peu le range de Fujisawa, mais encore une fois, il cite Fujisawa dans le papier, il dit il faut bien un peu restreindre parce que c'est un peu large, 60-70, alors on va dire 62-66. Et c'est même resté, à partir de ce papier-là, l'idée que l'idéal, c'était 62,5. Il n'y a aucune justification scientifique derrière ce 62,5, mais on le retrouve partout. Noyes dit il faut que cet axe de Mikulicz, qui à la base est à 180, finisse à 60,5, ce qui est environ 183 degrés, donc 3 degrés de valgus post-opératoire. Encore une fois, ça repose sur juste ce papier et la déclaration de Frank Noyes, qui est une star à l'époque, ça c'est les années plutôt au début 2000, qui dit c'est l'idéal, donc c'est admis que 62,5 pour des années et des années restera le Graal atteint. Là, je vous ai fait un résumé de qu'est-ce qui se passe avec un petit zoom. Vous voyez les lignes, la ligne de Mikulicz, c'est la ligne verte. Donc ici, elle passe en dehors du genou. Je ne vous gâche pas la surprise, mais quand la ligne de Mikulicz passe en dehors du genou, ça veut dire que la déformation est au moins fémorale. Elle est souvent fémorale et tibiale, mais le fémur est forcément atteint. Il y a forcément un varus fémoral quand la ligne de Mikulicz passe à l'intérieur de l'articulation et pas du tout sur le plateau tibial. La ligne normale de Mikulicz, c'est cette ligne-là, le M, qui passe légèrement dedans, à 7-8 mm de l'épine tibiale médiale qui est ici. La zone de Fujisawa, qu'on appelle aussi point de Fujisawa, c'est celle-là, entre 60 et 70%. Et celle que je vise moi, 55%, c'est le sommet de l'épine tibiale latérale. Alors, on a un papier qui vient d'être envoyé au TSR, qui est en relecture. Voilà, l'épine tibiale latérale, peu importe l'ethnie dans laquelle vous êtes, vous voyez, avec des volumes de patients qui sont assez satisfaisants, on a plus de 1000 malades, on est toujours autour de 54%. Donc, moi, quand je trace mes ostéotomies, mes plannings, je vise l'épine tibiale latérale, mon trait passe au sommet de l'épine tibiale et c'est environ 55%. On se dirige tous vers ce 55%. Tout le monde essaie de diminuer un petit peu les surcorrections parce qu'il y a un énorme risque de faire encore plus que 62,5%. Et je vais vous expliquer pourquoi dans 5 minutes à cause de la déformation intra-articulaire. Donc, quand on a un génuvarum, on essaie de faire une légère surcorrection, pas subcorrection. Et maintenant, tout le monde s'entend à dire que le point idéal se trouve autour de 55%. Et ça tombe bien, c'est l'épine tibiale latérale. Donc, quand vous allez tracer des traits sur vos radios, c'est un repère très facile à identifier. Là où ça se complique, c'est que parfois, vous allez voir que vous dites, ben voilà, j'ai un génuvarum, avec ça passe au sommet de mon plateau tibial un peu plus que le MAD de Mikulicz. Je vais ouvrir pour passer au sommet de l'épine tibiale latérale. Et à la fin, je finis avec un tibia dégueulasse, avec un MPTA qui n'existe pas dans l'espèce humaine, qui est ici, par exemple, un MPTA 95-96. Et c'est là que rentre le problème de la bataille du bien et du mal, c'est que tout le monde, voilà la nouvelle voiture Tesla, on pense tous que c'est peut-être sympa, mais c'est quand même esthétiquement dégueulasse. Donc les gens qui se retrouvent avec une jambe, un tibia valga non compatible avec l'anatomie normale sont toujours mécontents. Donc l'idée, c'est quand on fait une ostéotomie, il faut avoir deux choses en tête. De quoi on part, quelle est la déformation et vers quoi on tend, sachant qu'il faut essayer de rester dans un garde-fou d'une forme de normalité. Pour la déformation tibiale, on ne va pas aller chercher des tibias avec un valgus de plus de 2-3 degrés, MPTA 90-92, on va dire, parce que la normale, c'est du varus. Donc, on ne va pas aller chercher l'anatomie, on ne va pas la pousser trop loin pour faire une belle mécanique. Pareil pour le fémur, on essaye de ne pas laisser de déformation fémorale. Et c'est là que ça se complique un peu, on en parlera à la fin, c'est qu'il y a des génuvarums qui vont nécessiter parfois des doubles ostéotomies pour essayer de faire et à la fois anatomique et à la fois mécanique. Dans le génuvalgum, la normocorrection est la règle. On essaie cette fois de corriger vers le centre du genou. Alors, ça n'empêche pas que parfois, il y aura des corrections tibiales ou des corrections fémorales. Ça,
encore une fois, on retourne sur son tableau noir et on regarde où est la déformation. C'est le plus important dans une ostéotomie. Si vous voulez avoir des bons résultats, il faut les faire au bon endroit. J'ai reçu ce matin une demande d'aide sur un dossier où le monsieur se demandait est-ce qu'il fallait faire une ostéotomie ou une ostéotomie tibiale ou une PUC. Je lui ai répondu que l'ostéotomie tibiale, c'était une hérésie puisque la déformation était fémorale et que donc je ferais plutôt une DFO à choisir après, ce qui n'est pas forcément entre les mains de tout le monde de faire des DFO comme ça par simple volonté de la faire. Alors, tac. En général, vous verrez que plus vous en ferez ou plus vous en verrez, plus vous comprendrez qu'on s'adapte. On regarde au cas par cas, quel est le statut cardiagineux, quel est le statut méniscal, quel est l'âge. Et il y a des vraies indications de sauvetage. Si vous avez un patient qui a une déformation mixte intra-extra-articulaire, mais qui a 25 ans, vous allez faire une ostéotomie en chargeant un petit peu l'anatomie, parce que vous voulez faire une vraie correction mécanique pour essayer de décharger un compartiment qui souffre, qui a par exemple plus de ménisque, un LCA déficient et une arthrose précoce. Alors que si vous êtes sur des gens plus âgés, vous allez faire des normaux-corrections ou vous allez aller vers des chirurgies prothétiques parce que vous savez que de toute façon, la déformation étant majoritairement intra-articulaire, l'ostéotomie n'est pas une indication reine. Comment on planifie une ostéotomie? Alors là, encore une fois, il faut s'accrocher un peu, il va y avoir des angles. On revient sur des bases. Donc là, vraiment, c'est peut-être la diapo la plus importante de ce topo. Voilà toutes les valeurs normales. Le MLDFA, encore une fois, 4 à 3 degrés de valgus, le MPTA, 4 à 3 degrés de varus, et la correction, on va essayer de tomber dans un garde-fou 85-90. Allez, on peut aller chercher pour le MLDFA peut-être 91-92, c'est-à-dire surcorriger un petit peu dans le tibia parce que c'est mieux toléré que de corriger dans le fémur. On en discutera dans la partie technique. Le JLCA doit être à 0 et l'obliquité de l'interligne, encore une fois, entre 0 et 2 et pour le JLCA et l'obliquité de l'interligne. Ça, c'est ce vers quoi vous devez tendre. Alors, et ça, c'est la phrase de Christiane, on ne sacrifie jamais l'anatomie sur le simple autel de la mécanique. Sauf cas extrême, mais mettez-vous à l'aise. Commencez par des ostéotomies standards. Faites des ostéotomies pour des déformations fémorales ou des déformations tibiales évidentes. On ne commence pas à se dire je vais compenser une origine intra-articulaire dans un tibia, dans un fémur. Vous allez faire des bêtises, vous allez surcorriger, vous allez casser des charnières, alors que c'est des patients qui, peut-être, en étant tout à fait honnêtes, auraient mérité de patienter un peu avant la prothèse partielle de genou parce que la déformation était majoritairement intra-articulaire. La correction idéale, on en a parlé. Pour moi, c'est 55% parce qu'on essaie de respecter un petit peu l'anatomie et que donc on arrête de surcorriger à outrance, ce qui oblige nécessairement de faire des compromis sur la forme du tibia et du fémur. Encore une fois, ça se joue au cas par cas. Ménisque, cartilage, âge rentrent en jeu également. Ce n'est pas juste des angles à mesurer. Ça, c'est une phrase de Sant'Exupéry que j'aime beaucoup. A goal without a plan is just a wish. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Donc, encore une fois, maintenant, on va parler de plan. Quelles sont les bases du plan? Il faut prédéterminer la déformation. Est-ce que c'est un varus ou un valgus? Où est le site de la déformation? Donc, connaître son MPTA, son MLDFA, son JLCA. Est-ce que je préfère faire une ouverture ou une fermeture? Où est-ce que je vais positionner ma charnière idéale? Et quel est mon plan de coupe idéal? Là, vous avez la phrase de Ronan Van Leeuwarden, qui est un des grands pères de l'ostéotomie moderne, qui dit, lui, c'est très simple, pour savoir où est-ce que j'ouvre ou ce que je ferme, où est-ce que je corrige, il dit femur always close, tibia always medial. Donc, il ne fait que des ouvertures ou des fermetures tibiales médiales et il fait que des fermetures fémorales, qu'elles soient médiales ou latérales. Plus on fait des ostéotomies, plus on se rend compte qu'il a quand même vachement raison parce que c'est beaucoup plus simple de jouer en médial sur un tibia. Et les résultats des ostéotomies fémorales par fermeture sont largement meilleurs à ceux des ouvertures parce que quand ça se complique une ouverture, c'est très, très compliqué de rattraper le coup. Alors, ça, c'est le trait de base idéal. Le trait de base, donc, pour suivre la devise de Ronan Van Leeuwarden, le trait de base tibial, il doit faire un angle avec la corticale latérale de la fibula, la corticale latérale du tibia de 110 degrés. Ça, c'est la règle dite de Mignacci. Ça sort d'où, cette règle de Mignacci? Ça, c'est très simple. C'est la coupe idéale pour laisser suffisamment d'os au-dessus pour mettre des vis sur la plaque et suffisamment peu d'os en dessous pour ne pas faire une coupe diaphysaire qui a moins de chances de consolider qu'une coupe métaphysaire. Donc, quand on trace une ostéotomie, vous allez voir les plannings après, ce premier trait d'ouverture ou de fermeture, on le met à 110 degrés par rapport à la corticale latérale du tibia. C'est la coupe idéale. Pour le fémur, vu qu'on fait que des fermetures, puisqu'on respecte la loi de Ronan Van Leeuwarden, on essaie de tracer des triangles isocèles.
Là, pour ça, il faut savoir définir où positionner une charnière. La charnière tibiale, vous allez voir, on la met le plus souvent juste au-dessus de la tête de la fibula. Et la charnière fémorale, on la met au niveau des épicondyles. C'est là qu'il y a le plus d'os, c'est là qu'il y a le plus d'insertion musculaire, donc c'est la zone qui est le plus résistante à la déformation. Comment on planifie une ostéotomie tibiale, qu'elle soit de valgisation ou de varisation? Encore une fois, d'abord, on regarde son MPTA. Il va être, si c'est un tibia varus, en dessous de 84, puisqu'encore on va dire c'est la définition idéale. Pour moi, en tout cas, je commence à parler d'ostéotomie tibiale de valgisation sur des MPTA inférieurs à 84 ou de varisation sur des tibias supérieurs à 90. Donc, plus de 3 degrés d'anomalie par rapport à une normale qui, si on veut faire simple, est un MPTA à 87. Comment je fais? Je trace ma ligne de Mikulicz. Je trace une ligne virtuelle idéale qui passe ici dans le point de Fujisawa, mais idéalement sur le sommet de mon épine tibiale latérale à 55%. Je définis ma charnière idéale juste au sommet de la tête de la fibula, au niveau de la corticale latérale du tibia. Donc on en est là. Je mesure l'angle, donc là, alpha, entre le point, je vais vous montrer, entre la position de mon pied initial et la position de mon pied projetée à travers la ligne de Mikulicz virtuelle. Là, il faut s'accrocher, ça se complique un petit peu, je suis d'accord avec vous. Donc, je trace ma première ligne de Mikulicz, elle va du centre de la tête fémorale jusqu'au centre du talus. Je trace une seconde ligne de Mikulicz qui passe au sommet du tibia par le point de Fujisawa que j'ai déterminé, 62,5%, 55%, peu importe ce que vous avez choisi, mais vous le trouverez là. Et vous voyez, au même niveau que à l'horizontale au sol, passant par le centre du talus, se trouve le positionnement de mon talus post-opératoire, celui que je projette en avant. Eh bien, mon ostéotomie doit faire un angle alpha, passant par la charnière, qui est l'angle entre ces deux points reliant la charnière. Cet angle alpha, je le projetterai ensuite sur ma corticale médiale, et sa base corticale médiale de hauteur H et l'ouverture ou fermeture que je devrais réaliser pendant l'intervention. C'est la seule donnée que j'aurai au bloc, position de ma charnière et hauteur H d'ouverture ou de fermeture que je vais créer avec ma scie. Pourquoi on réfléchit là, je vais vous montrer comment la charnière réfléchit. Là, j'ai tracé mes deux traits, je vais mettre au sommet de ma charnière, et vous allez voir ce qui va se passer. Là, on se dit, voilà, ma charnière, initialement, elle regarde mon pied en varus, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se tourner, elle va tourner la tête, et elle va regarder le pied post-opératoire. Donc, tout se passe dans la charnière. La charnière, c'est le point de vue de l'ostéotomie. Donc, il faut bien comprendre qu'elle doit rester intacte et que tous les angles se mesurent à partir d'elle. Comment ça marche pour un fémur? Alors, vous allez me dire, ça va être la même chose. C'est légèrement différent, le planning. Encore une fois, soit ça va être un fémur varus qui va avoir un MLDFA supérieur à 90, soit un fémur valgus avec un MLDFA inférieur à 84. Même histoire, on trace notre ligne de Mikulicz, comme vous pouvez le voir ici, mais cette fois, la projection que je ferai ne sera pas vers le bas, mais vers le haut, puisque c'est le haut de mon fémur que je vais faire bouger sur le bas de ma jambe. Donc, l'idée est que je vais tracer ma première ligne de Mikulicz là où elle est, ici en valgus, puisqu'elle passe au compartiment latéral. Je vais partir du talus et je vais tracer une deuxième ligne passant par le centre du genou, puisqu'on ne surcorrige pas les valgus. Je vais définir mon point de charnière, mesurer l'angle entre ma hanche initiale et ma hanche idéale une fois que j'aurai fait l'ostéotomie, puisque je vais faire tourner mon fémur dessus. Et cet angle alpha, je vais le reporter sur ma corticale médiale ou latérale. Vous allez voir comment ça se passe encore une fois du point de vue de la charnière. Là, j'ai ma charnière. L'idée, c'est que initialement, mon fémur est ici et je vais le faire coulisser pour qu'il arrive sur la pointe finale. Donc là, en plus, je vais réaliser une coupe sur ce petit logiciel de découpe. Et l'idée, c'est que je peux faire tourner le sommet de mon fémur. Et vous voyez, voilà ce qui va se passer pendant une ostéotomie. Le sommet de mon fémur va tourner autour de ma charnière, ou le bas de ma jambe va tourner autour de ma charnière, mais c'est plus simple de se projeter vers le haut parce qu'il y a moins de longueur à projeter quand on fait les plannings. Donc, vous voyez, voilà ce qui va se passer. Mon fémur va être fermé ou ouvert en médial ou en latéral, de façon à rejoindre ma ligne de Mikulicz idéale. Planning, là, vous avez une version, là, je vais vous montrer comment ça se marche en radio. Donc, là, c'est un planning de A à Z, donc c'est un peu long, mais c'est toujours sympa à regarder. Donc, je vais commencer par, je n'ai pas tracé ma ligne Mikulicz pour l'instant. Là, je vais regarder mon HKA. Voilà, j'ai un HKA à 170 degrés. Donc, mon hip knee angle, centre de la tête, centre des épines, centre du talus. Alors, on peut le décomposer avec le centre de l'échancrure, mais ça ne change pas grand-chose à la mesure, est à 10 degrés de varus. Ici, je mesure mon MPTA, 78, j'ai 10 degrés de varus dans le... Ouais, il y en a qui m'a tué l'oreille. Dans le fémur. Maintenant, je vais regarder combien j'ai. Encore une fois, je regarde mon MLDFA.
89. Donc, je vais adapter un peu parce que je ne suis pas précis. Hop, je redescends. Je suis à 87,9, ce qui est on peut considérer comme un fémur normal. Donc, j'ai 10 degrés d'anomalie de l'HKA et l'intégralité de l'anomalie semble se situer dans mon tibia. Maintenant, je vais tracer ma ligne de Mikulicz pour faire ma vraie planification. Je sais que c'est le tibia que je dois corriger, donc je vais faire la correction classique. Je tire mon premier trait du centre de la tête vers le talus. Deuxième trait qui va passer à mon point de Fujisawa que je définis comme l'épine tibiale latérale, mon point idéal. Je vais recentrer le haut, vous allez voir. Hop, là, je passe sur mon épine latérale, je recentre le haut. Donc, en bas, vous avez la position du pied préopératoire en bleu, la position du pied post-opératoire en jaune. Je vais mesurer l'angle entre les deux. Donc, je mets au sommet de ma tête de la fibula. Je vais me mettre au sommet de ma tête de la fibula. Hop, c'est ici que ça se passe, sur le deuxième. Je vais mettre au sommet de ma tête de la fibula, donc j'ai toujours mes traits. Je mesure la largeur maximale de mon tibia, 7,43. Et après, je prends ma mesure idéale. On peut voir combien ça fait. Et après, on fait un rapport, tout compte, pour avoir un pourcentage. Donc là, 7,43, c'est la mesure globale. Je vais diminuer pour venir jusqu'au point de Mikulicz que j'avais choisi, pour tomber sur 55, 60, après, peu importe ce que vous avez dessiné. L'idée, c'est de vous positionner au bon endroit. Une fois que ça c'est fait, on revient sur nos traits de base. Là, cette fois, je mesurais l'angle entre mon pied avant et après passant par la charnière. Donc, je me mets au sommet de la tête, petite bêtise, je me mets au sommet de ma tête de la fibula, au niveau de la corticale latérale. Je mesure cet angle entre le pied post-op et le pied pré-op. La correction que je dois réaliser est d'environ 13 degrés ici. Donc, 13 degrés, c'est en gros, on prend en considération le varus qui était 10 degrés et une légère correction, 12,5 degrés, une légère surcorrection d'environ 2 degrés, qui est pas mal, en passant par l'épine légèrement plus latérale que l'épine tibiale latérale. Ici, je dois être plutôt vers 60% de Fujisawa. Et une fois que j'ai cette mesure de 12 degrés, de façon très simple, on va venir reporter cet angle de 12 degrés sur la corticale médiale. Vous voyez, premier truc, je tire 110, comme ça je sais, je remonte. Premier truc, je tire mon angle au sommet de la tête de la fibula sur la corticale latérale. Tac, je tape le 110, comme ça je sais que mon trait initial est parfait. Ce sera mon trait de scie puisque je vais faire une ouverture, j'en ferai qu'un. Et là, je vais venir monter jusqu'à 12 degrés, hop, 12. Et après, je n'ai plus qu'à mesurer. Alors, les radios, c'est à l'échelle, comme vous voyez, c'est une télémétrie à l'échelle. J'ai plus qu'à mesurer l'espace. Alors, il y a les gens qui disent 1 mm égale 1 degré, ça marche, mais rarement. Comme souvent en orthopédie. Là, par exemple, si je veux faire 11 degrés de correction, j'ai un peu bougé mon trait. C'est rarement 11 mm égale et 1 mm égale 1 degré. Ça dépend essentiellement de la longueur du trait de coupe. Là, vous voyez, pour faire 11 mm, je suis plutôt aux alentours de 1,3 cm. Donc, c'est un peu plus que ce qu'il faudrait faire. Mais encore une fois, plus le tibia est large, plus l'importance d'ouverture doit être grande. Donc, les gens avec des gros tibias, vous leur ferez des grosses ouvertures pour des petites corrections. JLCA, pour moi, c'est le truc le plus difficile dans les ostéotomies. C'est vraiment très compliqué à comprendre. La plupart des gens, à ce moment-là de mes topos, ils ont commencé à avoir le cerveau qui fume. Je peux comprendre, c'est vraiment difficile à comprendre. JLCA, c'est vraiment l'usure intra-articulaire. Cet angle-là, c'est l'angle qui mesure donc, la tangente au condyle fémoraux et la tangente au plateau tibial. Sa normale, c'est 0 à 2 degrés. Et techniquement, plus vous allez avoir de l'usure, plus cet angle va s'aggraver, plus vous allez avoir de la laxité dans les ligaments collatéraux latéraux, plus cet angle va s'aggraver. Alors, comment on fait pour le prendre en considération? C'est compliqué. Parce qu'en fait, cet angle, c'est ce qu'on appelle aussi la réaction des parties molles. Si vous faites une ostéotomie et que cet angle se normalise complètement et que vous avez corrigé par exemple de 10 degrés votre varus et qu'en plus vous récupérez 6 ou 7 degrés dans l'articulation, vous aurez fait une correction de 17 degrés. Donc vous aurez quelqu'un qui aura un génuvalgome majeur puisque vous n'avez pas anticipé cette correction. Mais il est possible aussi que l'usure intra-articulaire ne change pas du tout et que si vous êtes dit j'ai peur que ça bouge et que je corrige tout, je vais en enlever, et vous corrigez, vous faites une vraie sous-correction. Donc, c'est très compliqué de savoir si vous allez avoir une correction partielle ou complète de la déformation intra-articulaire quand vous faites une ostéotomie. Premièrement, quand cet angle est supérieur à 7 degrés, vous vous êtes trompé d'indication. Probablement qu'il y a un geste intra-articulaire à faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'usure. Deuxièmement, il est possible de l'anticiper en partant du principe que
encore une fois, tout peut se passer. Donc, ce que je fais moi, c'est qu'on a cette équation, JLCA-2 divisé par 2, parce que c'est celle qui normalise la correction. Vu que la valeur normale maximale du JLCA, c'est 2, on va la retrancher. Si vous avez 6 degrés de JLCA, on enlève 2 degrés, il y a 4 degrés d'anomalie. Et ces 4 degrés, on les divise par 2 en se disant qu'il y a une chance sur 2 qu'on corrige tout, et une chance sur 2 qu'on ne corrige rien. Techniquement, ce qui va se passer, c'est un in-between. Mais au moins, vous savez qu'en retirant 2 degrés de la correction que vous avez prévue, cette fameuse JLCA-2 divisé par 2, j'avais 6, moins 2, 4, divisé par 2, 2. Ces 2 degrés que j'enlève, je sais qu'au pire des cas, j'aurai une légère surcorrection ou une légère sous-correction, mais vraisemblablement, je vais tomber dans le vrai. C'est très compliqué à appréhender. Il y a plein d'équations. Les Coréens et les Japonais sont très branchés en fonction de la réduction en varus, en valgus, etc. Ils ont des abacs, mais c'est très compliqué. Moi, je vous conseille de faire juste attention. Si vous avez des très gros JLCA, des très grosses déformations articulаires, vérifiez que vous êtes bien dans le cas d'une ostéotomie tibiale dévalisation, parce que vous pouvez vous tromper. Et deuxièmement, si vous avez un JLCA qui dépasse les 5-6, enlevez un peu de correction pour éviter de trop surcorriger les malades. Vous avez la notion dite de tipping point, qui est une notion de mon ami Steven Kless, qui est aussi un copain d'Étienne, qui dit, lui, il admet la même règle, JLCA-2 divisé par 2, mais lui, il dit qu'en fait, la correction intra-articulaire est fonction de la correction extra-articulaire. Donc, plus l'angle alpha de correction de l'ostéotomie est élevé, plus vous corrigez. Et il dit surtout que si on dépasse les 182 degrés de correction, donc on essaie de surcorriger un peu le génivarome, par exemple, vous allez avoir des grosses surcorrections parce que vous allez avoir une correction complète du JLCA. C'est cette notion qui s'appelle le tipping point, ce n'est pas encore publié. Encore une fois, là, vous avez un exemple, à mon sens, assez probant de ce qu'il faut faire quand vous avez des très grosses déformations. Là, c'est un patient qui avait un génivarome mixte fémoral et articulaire. C'est un patient à qui mon patron a fait une PUC et moi j'ai fait une ostéotomie, geste combiné à deux chirurgiens. Moi, je trouve ça toujours sympa. Vous voyez, c'est un patient à qui on a laissé un léger génivarome puisque c'est une PUC, alors que si on ne l'avait pas fait, je lui ai corrigé 8 degrés de varus dans son fémur pour qu'il puisse avoir une survie à plus long terme de sa prothèse intra-articulaire. Je pense que ce n'est pas une très bonne stratégie de laisser 8 degrés de varus dans une prothèse partielle de genou. La DLO, là, on complique les choses. Alors là, vous avez Christian Kay qui vous montre comment on planifie une double level ostéotomie. Vous allez voir qu'à l'ancienne, c'est simple. Il faut un scotch, un ciseau, et il faut y aller pas pour rigoler, quoi. Je coupe le son. Donc, on commence toujours pareil par mesurer les angles, MPTA, MLDFA. Il va vous dire combien il trouve. Il y a un varus fémoral modéré, 89, un varus assez sérieux, 80, pas d'usure intra-articulaire, JLCA 0. Donc, il part du principe qu'il va faire une petite surcorrection en passant par l'épine tibiale latérale et il se dit, il faut corriger 16. 16, c'est beaucoup. Si je dois faire 16 pour un patient avec un genou un peu de tonton, la correction qu'il doit faire est trop importante puisqu'il dit on va se retrouver avec une ouverture de 20 mm, ce qui n'est quand même pas une bonne stratégie. Donc, l'idée est de distribuer la correction dans le fémur et dans le tibia. Alors là, on dit, mais comment on fait avec un bout de papier pour faire une planif? Vous voyez, on tape avec les ciseaux. Donc, on coupe le fémur à l'endroit où on a envie de faire l'ostéotomie. On crée une petite correction de 5-6 degrés, par exemple, en disant le fémur avait 89 à la base, donc un léger génivarome, je vais lui donner une petite surcorrection génivalgum avec un fémur qui sera à 84, par exemple, à la fin, 89 moins 5. 84 degrés, donc on a un léger, on a surcorrigé légèrement le fémur, et là on refait son planning comme vous l'avez vu tout à l'heure, Fujisawa, les lignes de Mikulinch, sauf que on a une jambe qui est corrigée un petit peu au-dessus. Et donc là, bien sûr, il va rester plus que 10 degrés à correction dans le tibia, ce qui est beaucoup plus acceptable d'un point de vue osseux, parce que si vous essayez de faire une correction de 15 degrés dans un tibia, vous allez voir que très fréquemment, vous allez exploser le tibia en deux. Ce n'est pas un os qui tolère beaucoup plus que 10 degrés ou 10 mm d'ouverture. Alors ça, c'est la version old school, ça, c'est la version moderne. Encore une fois, là, j'ai découpé mes radios. Donc, je commence, concentrez-vous sur l'image que de gauche. Là, vous voyez, j'ai un fémur varus assez majeur, 5 degrés, et j'ai quasiment 10 degrés dans le tibia. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux corriger pour avoir un genou normo-axé. Je commence par couper mon fémur. Sur les images d'après, le fémur il est coupé. Donc, j'ai fait une fermeture de 6 degrés, une fermeture externe de 6 degrés. Et je crée une fermeture de 8-9 degrés dans mon tibia pour avoir une jambe qui, à la fin, a un point de Fujisawa qui passe au sommet de l'épine médiale. Là, je remets ma jambe droite pour voir un petit peu l'effet que ça a. Vous voyez que j'ai une jambe qui est tout à fait, avec deux corrections petites, de 5 et 7 degrés, par exemple. Vous avez une correction complète de la déformation extra-articulaire en balançant la correction dans les deux genoux.
Le planning de demain, alors ça, c'est une application qu'on a développée avec Nuclip, qui s'appelle X-Ray, dont je suis assez fier parce qu'elle va sortir pour la Softcote. C'est pure intelligence artificielle. Vous avez des dossiers, vos radios, vous chargez le dossier de Genuvaron que vous avez là. Automatiquement, la machine va vous donner, vous lui demandez ce que vous voulez comme angle, etc. Et par un effet IA qu'on a entraîné au machine learning, la machine vous dit la ligne de Mikulicz, elle est là. L'angle HK, vous voyez, il est à 163. Le MLDFA est normal, 87. Le MPTA est à 81, il est anormal. Et automatiquement, la machine va vous dire, voilà ce que je te propose comme correction. Donc là, vous voyez, on lui demande de nous dire où sont les points de repère principaux. Vous voyez, elle a mappé le fémur et mappé le tibia. Et à partir de là, on va lui dire, voilà, je veux faire une correction. On vérifie que les points sont plutôt bien mis. Ça se fait avec un iPhone. Hein. Et tac, la machine a décidé pour vous quelle correction vous fallait réaliser. Et après, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous visez comme correction en fonction de est-ce que vous voulez Fujisawa, est-ce que vous voulez les points de Frock Noise, est-ce que vous voulez fixer un pourcentage. Autre exemple sur un tibia, un Genuvalgum qui était d'origine tibiale. Pareil, l'ordinateur va décider pour vous simplifier la tâche. Alors, maintenant qu'on a un peu parlé du planning, on va parler de comment je fais techniquement. Je pense que c'est la partie qui intéresse le plus les chirurgiens. Hein. Le planning, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus le Graal de notre métier. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, j'ai l'impression qu'on est dans le noir. Comment je fais? Alors, très simplement, une ostéotomie, finalement, ça repose sur des critères assez basiques et simples, qui sont la définition d'un plan de coupe, la définition d'une zone de charnière et l'utilisation d'un courroux, qu'il soit d'ouverture ou de fermeture. Encore une fois, rappelez-vous, FACTAM, fémur, on ferme toujours, tibia, on joue toujours en médial qu'on ouvre ou qu'on ferme. Le plan de coupe, il est assez simple à définir, comme on l'a vu, pour que ce soit pour le fémur ou pour le tibia. Vu que le point de charnière est défini, au fémur, c'est les épicondyles, médiaux ou latéraux. Au tibia, c'est le sommet de la tête de fibula. Vous avez le point de sortie. La question qui se pose, c'est quel est le point d'entrée? Je vous ai déjà donné la réponse. Un angle de 110 degrés est un angle qui semble idéal pour mettre une plaque d'ostéosynthèse ou d'ostéotomie comme on a aujourd'hui. Par contre, et là ça se complique, il faut idéalement définir son plan de coupe comme exactement parallèle à la pente tibiale. Si vous modifiez votre plan de coupe par rapport au plan sagittal, à la pente tibiale, vous allez automatiquement modifier la pente tibiale en ouvrant ou en fermant, puisque vous avez un plan de coupe qui n'est pas directement parallèle à la pente tibiale. Pour ce qui est de la position de charnière pour le tibia, là je vous ai mis un dessin de Christian Clay. Vous voyez, encore une fois, on dit souvent qu'il faut viser le tiers supérieur. Moi, je vous conseille de viser un peu au-dessus, pour une raison très simple. La zone la plus dense, c'est l'articulation péronéotibiale, dont les fibres articulaires sont au sommet de la tête de fibula. Deuxièmement, la pire complication, c'est les fractures de charnière dites Takeshi 2, c'est-à-dire celle qui est sous l'articulation péronéotibiale. Plus vous coupez haut, moins vous avez de chances que ça arrive. Les Takeshi 3, on pourra en parler si vous voulez, c'est vraiment une complication chirurgicale. Ça n'arrive que si vous n'avez pas coupé la corticale postérieure suffisamment, parce que vous avez eu peur, à juste titre, parce qu'il y a les vaisseaux derrière. Mais les Takeshi 3, les fractures qui remontent à travers l'articulation, c'est des erreurs chirurgicales. Les Takeshi 2, le plus souvent, c'est que la coupe est trop basse et qu'en plus, l'os est de mauvaise qualité. Donc, n'hésitez pas à monter un petit peu plus haut vos broches de coupe, comme vous allez voir sur la partie de la vidéo technique, pour être au sommet de la tête de la fibula. C'est la zone la plus dense du tibia et c'est la zone qui résistera le mieux à l'ouverture. La position de la charnière dans le plan sagittal, ça, c'est très compliqué. Et c'était la base de la réflexion des guides de coupe sur mesure qu'on a développé. Parce qu'en fait, en fonction de où vous mettez la charnière en antéro-postérieur, vous allez modifier la pente du tout au tout. Si votre charnière est très postérieure, vous allez augmenter la pente tibiale. Si votre charnière est très antérieure, vous allez diminuer la pente tibiale. Le tout avec un coin de la même taille au même endroit. Vous voyez ici sur cette image, vous avez un plus 6 ou moins 6 avec une ouverture de 6. C'est-à-dire que vous pouvez intégralement répercuter votre ouverture ou votre fermeture dans l'angle dans la pente tibiale, ce qui est une mauvaise chose puisque ça modifie complètement la façon de marcher et la balance ligamentaire intra-articulaire du genou. Donc, encore une fois, le point de charnière idéal, il vaut mieux le mettre
plutôt très antérieur, ou en tout cas entre le jardier et la tête de la fibula, pour éviter la complication classique. Moi, quand je vois des radios, j'en vois tous les jours, qui me sont adressées avec des pentes tibiales excessives parce que le chirurgien a mis non seulement la charnière très postérieure, mais il a mis le coin très antérieur parce que c'est une zone facile d'accès. Alors que la partie postérieure du tibia, entre nous, personne n'a très envie d'y aller, mais si vous voulez faire de l'ostéotomie, il faut prendre l'habitude d'y aller. Donc, si vous mettez une charnière très postérieure et un coin très antérieur, vous allez modifier la pente et vous aurez des radios horribles et des patients qui n'iront pas bien parce que ça va créer des énormes tensions ligamentaires. Ça, c'est le coin de Jean-Marie Fayard, qui travaille à la clinique Santi, qui je trouve un bon exemple de pourquoi c'est compliqué de définir un coin. Vous voyez, son coin, donc c'est un guide c'est sur mesure. Il s'adapte à la forme du tibia. Il est différent en antéro-postérieur. Sa pente, c'est comme un toit à plusieurs pentes. Ce n'est pas la même en médial, en latéral, en avant, en arrière, en haut et en bas. Donc, c'est un coin qui n'est pas du tout un carré. Tous les mecs qui viennent me voir en me proposant des coins carrés à base de tête de banque, je leur montre ça en leur disant « Vous n'avez rien compris, une ostéotomie ne peut pas s'ouvrir avec un coin carré. Il faut l'ouvrir avec un coin qui est un triangle, un prisme. Sinon, si vous ouvrez autant devant que derrière, vous modifiez la pente tibiale. » Donc, le coin, c'est quelque chose de très dur à comprendre également. Mais l'idée est que il faut, idéalement, si vous voulez vous prévenir des problèmes, mettez le coin derrière, parce qu'au pire, vous normalisez la pente, ce qui a des répercussions moindres que les pentes excessives. Le plus postérieur possible. Idéalement, il faut un coin que vous sculptez en double pente. Donc, peu importe avec quoi vous ouvrez, que ce soit un morceau de métal ou un bout de tête fémorale, il faut idéalement un coin avec une coupe à plusieurs pentes, un double triangle, sinon vous allez modifier la pente tibiale. Il faut bien sûr faire une expansion progressive. Si vous prenez un distracteur de Méhari, que vous mettez un grand coup de main comme ça, comme certains internes un peu bourrus peuvent faire, vous explosez tout. Il faut y aller très lentement. Et en intraopératoire, vous vérifiez ce qui se passe. Voilà un exemple d'une ostéotomie tibiale de validation classique par ouverture interne, on va dire mini-invasive. Donc, mon planning est un planning assez classique. On fait 7,6 degrés d'ouverture pour 8 mm. On fait un apport postéromédial. Là, je fais une petite break. Là, vous avez l'épicondyle médial, un petit break, le pôle, le ligament collatéral médial superficiel. J'ai fait une arthroscopie pour commencer. Je ne sais plus pourquoi. Sans doute, il y avait un ménisque. Et vous voyez, mon incision, c'est environ 5 à 6 cm. J'arrive à faire un peu moins, mais honnêtement, mettez-vous à l'aise au départ. Il faut faire des grosses incisions. On ouvre la peau et la sous-peau, et après, c'est blunt dissection. On fout le doigt. Le père Lerat aurait été dégoûté de nous voir faire ça. C'est une dissection au doigt. On met le doigt, on cherche les ischio-jambiers. Une fois qu'on a trouvé les ischio-jambiers médiaux, on les réalise à la tête, comme on ferait pour les prélever. On les réalise bien au large. L'idée, ça permet d'avoir accès à la corticale postérieure du tibia. On passe le phare à bœuf sous les ischios et hop, on va passer à l'étape suivante. On se porte en antérieur, on marque la tubérosité tibiale antérieure, puisque je fais la plupart de mes ostéotomies, surtout à partir de 6 degrés, avec des coupes biplanaires. On va réaliser le ligament collatéral médial et surtout sa partie oblique postérieure. Donc là, vous voyez, là, j'ai le collatéral médial qui est en avant et le pôle est ici. Donc l'idée, c'est de le réaliser et surtout de le protéger de la lame de scie. Donc là, je fais une double fenêtre, une fenêtre antérieure qui me permet de le décoller de tibia et de le protéger de ma coupe. Et je vais faire une deuxième fenêtre, qui est une fenêtre postérieure au POL, qui me permet de protéger les vaisseaux. Là, je crois qu'il faut monter le son parce qu'il y a un petit truc. Donc, ouais, c'est là. Alors, ne bougez pas, je vous remets juste les... Donc là, mon POL, il est là, entre ces deux traits. Et là, vous voyez, je suis en arrière. J'ai fait une deuxième fenêtre en arrière du POL, du posterior oblique ligament, contre la corticale postéromédiale du tibia. Et je réalise avec ma petite rugine. Et après, je vais passer un Oman rond. Et vous allez voir, ça, c'est le gage de qualité. Quand vous entendez ce bruit et que vous sentez au doigt ou avec le Oman rond la tête de la fibula, vous savez que vous êtes passé en arrière du muscle poplité. Vous pouvez scier comme un hussard, il ne se passera pas grand-chose. Il y aura toujours ce Oman qui vous protégera. Alors, le Kimi, j'en ai un qui est radiotransparent. Si vous n'avez pas ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous ne voyez pas la projection de vos broches à travers. Donc là, c'est un Oman radiotransparent qui permet de mettre des broches. Deux broches doivent être insérées. Vous voyez, elles visent le sommet de la tête de la fibula. Avec un angle de 110 degrés idéalement. Et l'idée là, ça c'est assez important, la deuxième broche, bien sûr, elles doivent se superposer. Mais elles doivent se superposer, ça c'est un petit trick. Là, vous voyez on voit un peu trop la forme de mon plateau tibial. Ça veut dire que mes rayons ne sont pas exactement perpendiculaires à l'axe de mes broches. Donc elles doivent se superposer, mais vous devez un peu plier le genou, un peu étendre le genou pour voir le moins possible
le moins possible un aspect un peu, on va dire, convexe du plateau tibial. Là, vous voyez, on est pas mal. Les broches sont superposées et on voit que juste un trait quasiment parfait du plateau tibial médial. Donc là, on sait que les deux broches sont dans le même plan et ce plan est aussi parallèle ou presque à la pente du plateau tibial. Donc, votre plan de coupe est parallèle. Ostéotomie à la scie. Alors là, ça fait toujours un peu peur au début. On stabilise avec, là, vous voyez, je mets un petit Oman pointu pour protéger mon POL. Mes deux broches vont me servir de guide. Je coupe en dessous parce que mon angoisse, c'est de couper à travers le genou. Donc, au pire, je me trompe de plan, ben, ça descendra un petit peu. On humidifie bien la lame de scie et on regarde la lame de scie progresser. Vous voyez, un petit truc que je ne vous ai pas dit aussi. En percutané, je mets une autre petite broche ici que je mets au sommet de la tête à partir du plateau tibial au niveau du GRD. Et cette broche, en fait, elle va me permettre de protéger ma charnière de la lame de scie. Non seulement elle va la protéger, elle va augmenter sa résistance à la fracture, mais surtout, elle va manager la zone que j'ai décidée. C'est-à-dire que ma scie ne passera pas à travers la broche, puisqu'elle fait 2 mm. Je vais réussir à couper devant et derrière, mais le safe spot de ma charnière, le petit safe spot qui doit être entre la tête de fibula et le GRD, va être protégé de ma lame de scie, va être augmenté en résistance, et vous savez que vous allez avoir la charnière là où vous l'avez décidé par le positionnement de cette broche que vous mettez en percutané au sommet du plateau tibial. Donc là, je scie jusqu'à sentir ma broche. L'idée, c'est que je vais aller chercher ma broche en sciant. Je coupe devant, je coupe derrière. Je fais ma biplanaire ascendante parce que, bon, on m'a appris comme ça et que vous n'êtes pas obligé, si vous pouvez couper un tout petit peu plus haut, éviter de faire la biplanaire. Donc, cette coupe, elle passe en arrière de la tuberosité tibiale antérieure. Vous voyez, mon ciseau, hop, je fais un petit break. Mon ciseau est en arrière, la tuberosité quelque part par là, mon ciseau passe en arrière. Vous voyez, mon trait de scie, il est ici. Et vous voyez, ma broche que j'ai mis au sommet du plateau tibial, elle protège la charnière à l'endroit où j'ai décidé qu'elle devait être protégée. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, vous êtes tranquille. On enlève une broche ou deux broches et on ouvre. Alors, comment on ouvre? Moi, c'est toujours le même rituel. Mon POL est en arrière de mon Oman. Je vérifie déjà qu'il y a un peu de souplesse. Vous voyez là, bon, il y a un peu de souplesse, mais il ne faut pas forcer. Ensuite, je passe des ciseaux de distraction successifs qui s'imbriquent et qui créent une ouverture vraiment souple. On peut jouer avec ces ciseaux et on passe 3 les uns dans les autres et ça crée une petite ouverture, peut-être 5 degrés maximum, 5 mm. Une fois que ça c'est fait, en avant, je mets un petit coin écarteur de 4 mm qui permet de tenir mon ostéotomie. Et dans mon trou, je vais glisser un petit méhari distracteur. Et ce méhari, je vais l'ouvrir très graduellement jusqu'à atteindre les 8 mm que j'avais prévu. N'oubliez pas qu'il faut surcorriger d'1 millimètre puisque c'est une ouverture et que ma lame de scie a emporté 1 mm. Donc on avait prévu de faire 8 mm, mais ici j'ai 9. Donc, je vise 9 mm le plus en arrière possible, puisque votre ostéotomie elle est asymétrique, c'est un triangle. Devant, vous avez 0, ou presque, 2-3 mm, et en arrière, vous avez 9. Donc, et là, je suis satisfait. Donc, en percutané, je mets un petit allogreffe que je sculpte dans ma tête fémorale. Alors maintenant, il y a les coins Biobank, Ostéopure, TBF, peu importe ce que vous avez, ça marche très bien. Vous les lyophilisez, vous les impactez, je mets Harry en place et il faut éviter, bien sûr, de taper comme un goré parce que si vous forcez trop, vous allez modifier votre ouverture. Donc là, moi, j'essaie de les incruster à la main avec le Harry en place ou vraiment en tapotant à peine. Une fois que ça c'est fait, on glisse la plaque, on percute au-dessus des ischio-jambiers, jamais en dessous. Si vous les mettez en dessous, les gens ils se plaindront de frottement et de douleur. On vérifie la position de la plaque sous scopie. Vous voyez mon petit coin. Et après, vous n'avez plus qu'à verrouiller. Ça, c'est l'ostéosynthèse de base. Le comblement, je vous conseille vivement d'utiliser soit de l'auto, soit de l'allogreffe. Il y a un super papier de Steven Kless qui va sortir sur le sujet qui dit que la récupération est sensationnelle. Nous, on a eu une aventure malheureuse, mais très malheureuse avec le graftis, qu'on a utilisé l'argamanu et dont on a enlevé des cailloux dans le genou des gens. Je vous déconseille d'utiliser les greffes synthétiques. Les fractures de charnière, malheureusement, c'est la complication la plus grave, surtout en intraopératoire. Il faut les manager. Les complications neurovasculaires sont rarissimes, mais alors là, vous êtes sur des catastrophes absolues. Les pseudarthroses arrivent. Ce qu'on appelle les pertes de réduction, c'est souvent soit une faillite du matériau de synthèse, soit une erreur de visualisation avec des virus qui ne sont pas sur le site qui était corrigé. Syndrome de Loge, j'en ai jamais eu, je touche du bois, parce que ça, pour le coup, vu que je l'ai fait en ambulatoire, ça me ferait mal de les faire revenir avec un syndrome de Loge. Fracture de charnière,
Il y en a 3 grands types, 1, 2, 3 selon Takeshi. Les Takeshi 3, encore une fois, c'est quand vous n'avez pas coupé la corticale postérieure, que vous forcez l'ouverture, ça casse verticale dans le plateau. Facile, vous mettez une vis avec rondelle, c'est terminé, vous regroupez le tout, c'est fini. Les Takeshi 1, c'est quasiment pas des complications, elles ont le plus souvent aucune influence, c'est juste des propagations du site d'ostéotomie vers la corticale latérale. Vous pouvez quasiment les négliger. Moi, je mets une vis percute, type vis de scaphoïde, pour comprimer un peu ma charnière, parce que je fais appuyer les gens dessus le soir même et que je n'ai pas envie d'avoir une complication, un débricolage du matériel. Takeshi 2, ça c'est des garces, vous les verrez en post-op à 1 mois ou à 2 mois, le plus souvent sur de l'os pathologique, des gens âgés, des gens avec un os pathop, des fumeurs. C'est ceux qui donnent des pseudarthroses. Il faut être très agressif dans leur management. Moi, je les réopère à 4 mois si ça n'a pas commencé à consolider au scan, parce que sinon, heureusement, ce n'est pas fréquent, hein, c'est 1 ou 2 pas sur 100, mais quand on fait 100 ostéotomies par an, malheureusement, on en repère 2 ou 3. Et ça, c'est des complications qui sont ingrates parce que les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas si mal, mais il faut les réopérer parce que sinon, vous débricolez tout, casser les plaques, c'est l'enfer. Complications vasculaires, toujours un œil sur l'écarteur. Il faut arriver à mettre. Il y a un cas qui est le cas ici que vous avez, c'est le cas 1 à 2 avec la récurrente tibiale qui passe en arrière, qui passe plus profond ou plus antérieur que le muscle poplité. Du coup, ça, vous ne pouvez pas le prévoir, c'est rarissime, c'est 2% des cas, cette variante anatomique. Mais si vous arrivez à mettre un écarteur entre le poplité et le tibia, l'affaire, elle est faite, vous n'avez pas de problème. Si vous avez la récurrente et que vous la faites, ça m'est arrivé une fois, vous forcez un peu l'ouverture de l'ostéotomie, vous pouvez la coaguler par le site de l'ostéotomie. Il ne faut pas stresser. Le plus souvent, on voit le saignement dans le site d'ostéotomie puisque la lame de scie a coupé là. On met une petite basket, on met une petite hachetette et on crame. Ce n'est pas dramatique, ça saigne toujours un peu, mais ce n'est pas dramatique de coaguler la récurrente tibiale. Il faut aussi apprendre à couper, et ça, c'est le plus compliqué. Là, vous avez un exemple de ce qu'on fait avec les internes. Donc, on prend des tubes de PVC, on les remplit de mousse expansive de maçon, et le but, c'est, les yeux bandés, d'arriver à tout couper sans passer trop à travers. Donc là, bon, c'est une Precision Blade de Striker en plus qui est quand même la panacée de la scie. Il n'y a que le bout qui bouge. Vous avez une sensation vraiment complète de la sensation de couper la corticale postérieure. Il ne faut pas avoir peur. On a développé tout un tas de styles d'écarteurs et autres avec Christian pour se glisser derrière. Honnêtement, un transparent fera l'affaire. Que vous soyez en fémoral ou en tibial, protégez-vous les vaisseaux avec un écarteur radiotransparent. Grattez bien l'os, restez à ras de l'os. Quand vous incisez la ligne âpre sur un fémur, on reste à ras de l'os, on glisse l'écarteur et vous êtes sécurisé. Après, voilà, encore une fois, vous pouvez intentionnellement essayer d'attaquer les vaisseaux au ciseau, mais restez précautionneux, ça reste un site qui est préjudiciable si vous faites des grosses bêtises. Le fémur, on touche au but. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble une ostéotomie fémorale, bon, on n'est pas là pour vous montrer le planning, mais vous pouvez faire un peu plus petit parce que l'abord du fémur est plus simple. Vous n'avez pas la tuberosité tibiale antérieure, vous n'avez pas tous les plans musculaires, vous n'avez pas la capsule qui vous embête. Donc, vous pouvez faire des abords de 4-5 cm. L'idée, là, c'est une fermeture latérale en plus, donc c'est un abord que tout le monde connaît, hein, l'abord latéral du fémur. On incise le fascia lata, on vient disséquer les perforantes. On glisse un petit Oman, on release tranquillement, on essaie de passer un supériostélo Oman pour maximiser les chances de consolidation. Donc, on n'y va pas non plus comme un charbonnier, il faut que ça saigne, mais ça ne saigne pas trop. Le fameux écarteur qu'on glisse sous la ligne âpre après l'avoir incisé, ouais, le deuxième que je passe, il est radiotransparent. Et la même histoire, donc là, on va tirer les broches en essayant de créer un triangle isocèle. Alors moi, je commence par mettre la plaque en place. Cette plaque en place, elle me permet de vérifier où est-ce que je vais couper. Une fois que la plaque est en place, je vois que le point idéal de coupe, il est ici. Donc, je fais une petite marque au BE et je sais que ma broche doit la rentrer par là. Donc, je mets une première broche qui vise l'épicondyle. Tac, ça, ce sera ma broche supérieure. Et après, on essaie de trouver une position pour mettre un triangle isocèle. Vous pouvez le faire à la réglette. Maintenant, il y en a un petit. Il faut surtout que les broches ne se croisent pas dans le genou. Sinon, vous ne pouvez pas couper à fond. La scie va bloquer trop vite. Et là, vous descendez votre scie qui doit être parallèle à l'axe des rayons. Là, d'ailleurs, ce n'est pas parfait. Il aurait fallu l'avoir comme un tout petit trait fin. Biplanaire ascendante, encore une fois, pour maximiser les chances de consolidation en humidifiant bien. Il faut qu'il y ait de la flotte. La biplanaire ascendante, on fait large et on fait un grand auvent antérieur. Ça, au début, je ne le faisais pas. Je faisais des coupes simples.
La première fois où vous cassez la charnière et que vous avez une dislocation complète rotatoire du bas et du haut du fémur, vous dites putain, plus jamais. Et quand vous faites ça, même si vous cassez la charnière, le montage il est stable, ça tiendra. Vous comprimez, alors là pour comprimer, moi je mets toujours le pied dehors de la table sur mes osteotomies. Et là, vous demandez juste à votre aide avec le ventre. Vous voyez, j'appuie à peine pour vérifier que ça bouge. On a votre aide d'appuyer sur le pied avec le ventre pour fermer le site d'ostéotomie. Vous fixez avec des vis distales verrouillées, une vis corticale pour gagner le millimètre qui reste de compression, mais en y allant vraiment doucement, on ne les passe pas au moteur, les vis corticales, sinon il y a tout qui pète. Et vous voyez, on doit avoir juste un trait fin sur le coin que vous avez enlevé. Le fémur, ça a l'air, moi je trouve ça plus simple dans ma vie de tous les jours, mais c'est un os qui ne pardonne pas. Vous pétez une charnière fémorale, vous vous en rappelez toute votre vie. La courbe d'apprentissage, elle est ingrate. Et si vous avez le moindre doute d'une fracture de charnière fémorale, il faut la fixer avec une vis, une agrafe, une plaque, ce que vous voulez, parce que si vous échouez et que vous avez une pseudarthrose de fémur distal, là, la PTG, elle est vraiment pas loin. Et les mecs qui viennent pour un besoin sportif et qui vous disent je veux une osteotomie et qui vous vendez une RHK pour une complication de type pseudarthrose récalcitrante du fémur distal, bah, ça fait mal, ça fait très mal. Pour les suites appuis progressifs, alors moi je les fais appuyer les tibias à J1, les fémurs plutôt à 1 mois et demi. En général, ils reprennent le travail autour de 3 mois, ils peuvent reprendre le sport au bout de 6. Alors il y a des cas extrêmes. Et puis on les voit, moi je les vois au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois, parce que s'il faut les suivre, surtout quand les gens vont mal, il faut les suivre comme les sur le feu. Fort heureusement, ça ne court pas les rues. Plus vous ferez des osteotomies, plus vous aurez envie de faire un peu des folies. Et c'est vrai que dès que vous avez des varus bifocaux, vous ferez des osteotomies bifocales. Et pour moi, c'est les meilleurs résultats de chirurgie que je sais faire. Là, vous avez un exemple à 3 mois. Le patient, il a eu une osteotomie bifocale du genou gauche. Il est complètement réaxé. Donc, vous voyez que je les normocorrige, les bifocales, surtout chez les jeunes. Lui, c'est un problème méniscal à la base. Il a eu une ménicectomie et à 3 mois, il saute à pieds joints dessus. Il me dit, ma foi, je peux reprendre la course. C'est vraiment, les gens sont métamorphosés physiquement parce que vous corrigez une déformation qu'ils ont depuis l'enfance. Et mécaniquement, ils vous disent, j'ai plus aucune douleur. C'est assez incroyable. On a fait une étude sur les double level osteotomy en collaboration avec Christian et Lukas Sanak, qui sont 2 Allemands. Les gens, ils sont métamorphosés. On a 94% des gens qui recommanderaient cette chirurgie à leurs enfants s'ils avaient la même déformation. Ce qui est plus que c'est le meilleur résultat que la prothèse de hanche, qui pour moi est le gold standard à atteindre quand on parle de réussite chirurgicale. Message à ramener à la maison pour finir, les indications, elles sont simples. Vous avez une déformation extra-articulaire, vous avez une bonne indication. Elle doit créer un désordre mécanique, mais déjà, partez du principe que si c'est en dehors du genou, la déformation, vous êtes bien parti. La planification opératoire, la compréhension de la déformation, c'est la clé de voûte de l'ostéotomie. 50% du résultat se passe à la consulte, bonne indication, et au planning, face à votre tableau noir. C'est là que ça se joue. Le geste, il est simple, il y a 3 cartes à jouer, mais ça peut être très complexe à comprendre mathématiquement. Et surtout, les complications, elles sont ingrates parce que c'est des gens jeunes, très demandeurs, et je vous assure que ce n'est pas drôle. Personnellement, j'ai eu une plaie vasculaire sur une dérotation bifocale chez une gamine de 15 ans avec une atteinte de la fémorale superficielle que j'ai suturée. On s'en est rendu compte en intra-op. Ça n'a pas marché. Elle a été pontée. Je lui fais le deuxième côté dans 1 mois. Donc, les gens peuvent aussi comprendre que c'est une chirurgie ingrate. Donc là, elle est venue me voir en disant j'ai plus aucune douleur, j'ai plus du tout la claudication. Maintenant, je veux faire parler de votre côté parce que vous avez changé ma vie du genou opéré, même si vous m'avez coupé l'artère fémorale superficielle, ce qui est quand même pas rien. Pour aller plus loin, on sort un bouquin avec la softcote le 4 novembre. Il y a pas mal d'auteurs toulousains dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de références et beaucoup d'auteurs de très très haut niveau. Il y a des internationaux d'un niveau extraordinaire qui ont écrit dans ce bouquin. Si vous voulez en savoir plus, je pense que ce sera, j'espère, une belle base francophone pour aller plus loin. Et merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup. La nuit est tombée. La nuit est tombée autour de moi. Enfin, merci pour cette très belle conférence. Et puis aussi, heureusement que je l'ai enregistrée parce que je pense qu'il faut la voir, la revoir, s'arrêter sur certains passages. Je dirais surtout sur ta première partie. Moi, je vais te faire un peu de contradiction avant que tout le monde pose des questions. Je rappelle que pour poser des questions, il suffit d'ouvrir son micro et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Tu es là sur ton choix de voiture. Sur ton choix de voiture. Sache que j'ai commandé une Tesla Cybertruck et que je vais la recevoir dans 1 an et que je trouve cette voiture très, très bien. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ton choix de voiture. À part ça, avec Paul Bonnevial, nous avons vécu une époque où les prothèses de genoux n'étant pas au point, on faisait beaucoup d'ostéotomie.
Et on a vu aussi, fait par nos maîtres, beaucoup de complications. Comme tu l'as cité, il peut y avoir des pseudarthroses, il peut y avoir des hyper ou des hypocorrections, même quand on a fait un bon calcul avant. Il peut y avoir une infection, des lésions vasculaires, des lésions nerveuses. Tout ça, ça arrive et donc ce n'est pas une intervention à minimiser. Donc, ma première question est celle-ci. Ta ligne de Mikulitz, c'est en fait les facteurs varisants intrinsèques que tu vas corriger. Et donc, tu tiens essentiellement compte des facteurs varisants intrinsèques pour refaire ta correction. Mais il y a aussi des facteurs varisants extrinsèques qui sont le poids du malade, la largeur de son bassin, et ainsi quelqu'un qui est obèse avec initialement un valgus et un bassin très large. Est-ce que tu penses qu'il faut laisser une correction basique, c'est-à-dire un bon alignement, ou est-ce qu'il faut le laisser un peu plus en valgus pour obtenir une diminution des compressions dedans? Est-ce que tu tiens compte du poids, de la largeur du bassin et des facteurs varisants extrinsèques dans ton calcul? Excellente question, monsieur. Bien sûr, Merci. je crois qu'il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas très manichéen. On ne peut pas dire blanc ou noir sur ça. Je tiens compte du poids, euh, mais pas de façon de princeps, parce que je dirais que d'une façon générale, les gens perdent du. L'ostéotomie peut leur permettre aussi d'être plus actifs et de perdre du poids. Donc, rien n'est fixé sur le niveau poids. Sur la largeur du bassin, je vous avoue que je n'étudie pas ça de façon prépondérante. On a une étude qui va sortir sur l'analyse de la marche sous scanner en charge dans un curve beam pour voir un petit peu comment ça se passe. Le plus impressionnant, c'est ce qui se passe dans les chevilles. Dire que l'impact le plus important, c'est la déformation dans les chevilles. Et là, on a pas mal de gens qui viennent nous voir en disant j'avais un pied plat valgus, un machin. Et les mecs, ils redressent tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de la compensation qui va avoir lieu dans la cheville et dans la hanche. Vous avez tout à fait raison. Peut-être même dans le dos, qu'il faut prendre en compte. Et l'avenir, je pense, de la réflexion de l'ostéotomie, c'est d'aller plus loin que l'articulation du genou. On n'a pas encore passé le cap parce que je pense qu'on n'a pas des éléments objectifs, mesurables, quantitatifs qui sont simples à analyser. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une vraie zone d'ombre sur les répercussions qu'on a dans la hanche et dans la cheville, parce qu'on a des gens qui sont fantastiquement améliorés et des gens qui se plaignent de la cheville, controlatéral parfois, ou homolatéral après les ostéotomies. Cette remarque, elle est vraie aussi pour les prothèses totales de genoux. Ma deuxième question, je n'ai pas bien compris tes indications. Tu dis que c'est essentiel l'indication, mais est-ce que par exemple, tu fais une ostéotomie à quelqu'un qui a une arthrose au stade 3 ou 4, c'est-à-dire avec contact os-os, ou alors est-ce que ça dépend de l'âge, ou alors est-ce qu'il faut qu'il reste du cartilage pour faire une ostéotomie? Très bonne question aussi. Je crois qu'il y a encore une fois, là, ce que j'appelle l'indication de sauvetage, c'est les ALBAC 3-4. Cela, je dirais que malheureusement, on sait en fait que la guerre est perdue, que peu importe la compensation, la surcorrection qu'on va créer, ils vont retourner en varus à un moment ou à un autre. Même en les surcorrigeant de façon majeure, à part créer de la déformation qui n'existait pas, et potentiellement un génuvalgome que les gens vont très mal tolérer parce qu'ils sont depuis toujours en varus, ça ne marche pas bien. Donc, quand j'ai des usures intra-articulaires très importantes, ce que je disais sur l'angle JLCA, que le JLCA dépasse 8 degrés, 6-8 degrés, pour moi, ce n'est plus des indications d'ostéotomie. Parce que le résultat est imprévisible et qu'il faut faire ce qu'on pense être bien. Donc, quand j'ai des usures intra-articulaires ALBAC 3-4, que ce n'est pas des indications de sauvetage, c'est-à-dire des mecs de 20 ans avec un croisé, un ménisque en moins, etc., à partir de 45 ans, pour moi, la bonne indication, c'est la PUC. Je crois que le critère d'âge n'a pas de sens. Le bon critère, c'est où est la déformation. Si elle est majoritairement extra-articulaire, même à 65 ans, je pense que l'ostéotomie, c'est la meilleure stratégie. Si elle est majoritairement intra-articulaire, peu importe l'âge, l'ostéotomie va échouer. Donc, il faut faire un geste intra-articulaire. D'accord avec ces indications. Il y a une autre chose qui me gêne dans les ostéotomies d'ouverture quand tu les fais au-dessus de la tuberosité tibiale. Une fois que tu vas ouvrir, et d'autant plus que tu ouvres, tu vas avoir un déport latéral de la tuberosité tibiale antérieure et tu vas avoir une mise en tension du ligament latéral interne. Or, tu essaies de diminuer les pressions en dedans et tu mets en tension le ligament interne. Est-ce que c'est logique? Oui, non, ce n'est pas logique. Mais oui, j'ai la réponse. C'est-à-dire que depuis qu'on le fait les ouvertures au Méhari, on se rend compte que très souvent,
ce qui limite l'ouverture, c'est plus la souplesse de l'os, c'est la tension du POL. Donc, en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pie crusting. C'est-à-dire que quand on fait l'ouverture et qu'on voit que le POL, il se tend, on fait un pie crusting à l'aiguille et on laisse pour gagner un petit peu en ouverture. Et finalement, on se rend compte que le principal facteur limitant de l'ouverture pour aller plus loin des fois que même 6-7 mm, avec des gens avec des gros POL, on les pie crust. Donc oui, tout à fait. L'autre question qui revient souvent à propos de la tubérosité tibiale antérieure, c'est la hauteur patellaire dans les ouvertures. Et ça, mathématiquement, c'est une hérésie. Ça ne marche pas comme ça. On a passé un papier dans OTSR il y a 2 mois. Vous pouvez la répercussion d'une ouverture tibiale médiale sur la hauteur rotulienne est infime. Oui, mais parce que la latéralisation, non, tu vas le latéraliser de quelques degrés. Alors moi, c'est pour ça que je fais toujours des coupes biplanaires. Et tu t'intéresses à la rotule avant l'intervention, voir s'il y a des douleurs rotuliennes ou pas, parce que tu risques de l'aggraver avec oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous avez 2 options. Encore une fois, la hauteur patellaire, c'est vraiment, ça cristallise toutes les questions qu'on a. Moi, chaque fois que je fais une com en congrès, il y a un mec qui se lève et qui dit la hauteur rotulienne. Donc, je suis méga au point sur le sujet. Vous avez 2 options. Soit vous n'êtes pas un anxieux, vous faites une petite ouverture, vous faites une biplanaire ascendante en arrière de la tubérosité tibiale, de sorte qu'en ouvrant, elle va au contraire se médialiser. Soit vous avez une vraie usure fémoro-patellaire et vous dites, oh là là, moi, je n'ai pas envie de baisser la rotule d'un iota, machin. Vous faites une biplanaire descendante, c'est-à-dire que vous coupez en dessous votre trait primordial d'ostéotomie, il sépare le haut et le bas du tibia. Vous avez votre tubérosité tibiale ici. Soit vous faites une biplanaire ascendante pour laisser la tubérosité tibiale tourner avec le tibia distal, soit vous faites une biplanaire descendante pour laisser la tubérosité tourner avec le fragment proximal. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens, notamment les Allemands, notamment Lukas Sanak, qui dit qu'à partir de 6 degrés d'ouverture, il fait des biplanaires descendantes. Le vrai problème, c'est qu'il y a des exemples décrits d'arrachement de la tubérosité par une simple contraction du quadriceps en salle de réveil. Donc, il faut sécuriser avec des vis. J'ai une autre petite astuce. Je fais une ostéotomie sous-tubérositaire et sous l'insertion de ligament interne. Comme ça, je ne le mets pas en tension et je ne modifie pas la position de la tubérosité. Très bas. Et en passant très bas, on peut parfaitement passer, mais il faut faire une très bonne ostéosynthèse parce que le risque est une pseudarthrose. On est déjà un peu bas. Déformation métaphysique. Oui, mais non, pas déformation métaphysique. J'ai toute une série de ça. Et je vais terminer mes questions. J'en ai une dernière. Tu ne nous as pas parlé de navigation. Or, moi, j'ai un logiciel navigation dans le service dont personne ne se sert, mais qui sert à faire des ostéotomies que j'ai trouvé très efficaces quand j'ai eu d'énormes déformations, par exemple un pagé, par exemple des déformations d'une ostéomalacie, où les déformations sont telles que visuellement, on a du mal pendant l'opération à le calculer, et la navigation m'a servi à quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez que j'ai pas parlé de guide de coupe sur mesure non plus. Hein, vous avez vu, non, tu peux parler de ce que tu veux maintenant parce qu'il va y avoir plein de monde qui va te poser des questions. Mais bien sûr, mais moi je pense que en tout cas pour débuter, que ce soit un guide de coupe sur mesure ou une machine de navigation, ça vous aplatit la learning, enfin ça vous verticalise la learning curve. Moi, j'ai appris du guide de coupe sur mesure, où j'aurais appris la navigation, parce qu'on se rend compte que si vous ne faites pas ça et que vous faites ce que je vous ai dit, des plannings, des machins, vous allez arriver au bloc avec un chiffre 12 mm. C'est pas si simple. En fait, ça ne marche pas toujours comme ça. Vous avez fait une coupe trop basse, vous avez fait une coupe trop haute, vous avez une fracture de charnière. À quoi il sert vos 12 mm? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour ça que c'est ingrat comme chirurgie et que la learning curve peut sembler trop inadaptée pour que les gens s'y mettent. Mais moi, j'ai appris grâce au guide de coupe. Je ne comprenais rien aux ostéotomies. On m'a dit, regarde, tu fais faire un truc en 3D, tu mets un coup de scie au bon endroit, la plaque, elle tombe. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à le faire sans. Et je suis allé voir ce que je pense être les meilleurs mecs du monde, qui sont les Allemands, parce qu'à la différence de toute l'équipe, tous les Français que nous sommes, ils ont continué à en faire des wagons malgré l'essor de la prothèse totale et la prothèse partielle de genou. Et quand je suis allé voir le Bonhoeffer, ou Christian, ou Lukas Sanak, ou Ronald van Nieuwarden aux Pays-Bas, putain, les mecs, ils sont incroyables. Et en fait, tout est simple entre leurs mains, malheureusement. Et je pense que la navigation et le PSI, c'est l'outil qu'il faut pour réussir à améliorer sa learning curve, parce que sinon, en faisant 5 ostéotomies par an, ce qui va être ce que font le commun des mortels, vous ne progresserez jamais.
Alors, je vais ensuite donner la parole à Paul Bonnevial, mais juste avant, j'ai une question par écrit qui vient du Luxembourg, de Ba Aliou, qui nous demande, est-ce qu'on peut opérer un patient avec un gros varus alors qu'il n'a aucune plainte fonctionnelle, uniquement pour des raisons esthétiques? Bonne question. Le plus souvent, c'est les femmes. Je l'ai eu fait. Après, elles se plaignent de la cicatrice. Elles se plaignent toujours. Ouais, je crois que, alors, encore une fois, indication, problème mécanique intra-articulaire, expliqué au moins partiellement par une déformation extra-articulaire. Basique. Le reste, c'est du folklore et ça ne vous apportera pas les mêmes résultats. Paul, tu veux poser la question? Oui, je félicite bien sûr Mathieu pour cette magnifique conférence. Ma première question est sur les indications. Quelqu'un qui a 35 ans, qui est en pleine bourre, mais qui a déjà eu une méniscectomie, on lui a mangé un petit peu la colonne postérieure du ménisque interne. Est-ce que, Mathieu, tu intègres cette notion articulaire et il n'a pas de perte de cartilage? Est-ce que tu intègres ce problème articulaire dans le calcul de ton ostéotomie? Il y aura une deuxième question juste derrière. Merci, M. Bonnevial. Une question ingrate, bien sûr. Toujours. Non, je plaisante. Oui, je l'intègre. Je surcorrige légèrement. Après, j'ai eu fait des greffes méniscales médiales plus ostéotomie. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup parce que les douleurs post-méniscectomie médiale avec Génuvaron, c'est les meilleurs résultats. Ils vont tous, ils sont améliorés de façon incroyable. Ça fait des années qu'ils se traînent une douleur post-méniscectomie. Ils vivent le carcan. On leur colle 6 degrés d'ouverture. Les mecs, en sortant du bloc, ils disent « Mais vous avez fait quoi ?» Ça et les troubles de torsionnel majeurs des adolescentes qui ont été traitées de folles pendant 10 ans, c'est pour moi les meilleurs patients pour débuter. Les mecs à qui on colle 6 degrés d'ouverture médiale, même s'il fallait peut-être faire 7 ou surcorriger un peu, ils sont fantastiquement améliorés. C'est les meilleurs pour débuter. MPTA 84, méniscectomie douloureuse, vous les sauvez, ils sont tous sauvés, c'est les meilleurs patients. Ils ramènent du vin, du saucisson, c'est couvert de cadeaux par ces mecs. Vraiment, moi, je trouve que c'est les patients idéaux. Donc, je dirais, je surcorrige légèrement plus quand ils sont jeunes et avec une arthrose débutante. Par contre, je ne surcorrige pas forcément les mecs avec des méniscectomies non arthritiques débutantes. Donc, je m'intéresse plus à l'usure cartilagineuse qu'au statut méniscal. Toujours dans la complexité, le même patient a une rupture du croisé antérieur. Ah, là, c'est difficile. Alors, merci, monsieur, pour cette belle question. Rupture initiale, hein. Pas révision. Oui. Il n'a pas répété un troisième. Non, rupture voilà, récente et sur le genou vierge. Alors, se pose toujours la question. Alors, 35 ans, quitte à y aller, on lui refait. Hein. Après, la question, c'est les gens qui viennent nous voir avec des instabilités, enfin, une conséquence chronique d'instabilité, qui vous disent j'ai aucune instabilité, mais j'ai mal. Alors là, ceux-là, c'est emmerdant parce qu'il y en a certains, en leur refaisant que le croisé, ils vont s'améliorer sur le plan nosologique, nociceptif sur le genou. Il y en a certains à qui vous allez faire juste une ostéotomie, qui vont décompenser une instabilité parce que vous allez les sortir de la cupule qu'ils sont en train de créer. Donc ça, c'est les patients à 35 ans. Moi, je fais les deux. À partir de MPTA 84, plus de 5 degrés de varus, je fais une ostéotomie additionnelle, mais parce que ça me prend 15 minutes et que alors après, il faut bien réfléchir à la stratégie parce que moi, je commence par faire mon tunnel fémoral, mes réparations méniscales, l'ostéotomie, puis la visée tibiale. Je fais du tendon quadricipital pour avoir quelque chose qui tient. Je fais une double fixation et je mets la vis la plus antérieure de ma plaque à la fin pour éviter le conflit avec le tunnel. Alors là, ça devient une chirurgie compliquée, mais à 35 ans, je fais les deux. À 50 ans, un mec a une arthrose et qui dit j'ai un antécédent de rupture du croisé, je ne fais pas le croisé. Sauf s'il se plaint d'instabilité. Donc, je me focalise sur les symptômes. Si le mec me dit je suis très symptomatique, douloureux, mais je n'ai pas d'instabilité, je fais l'ostéotomie. Si le mec me dit mon principal problème, c'est l'instabilité, je fais que le LCR. Parce que le plus souvent, quand vous les sortez, quand vous leur corrigez le tiroir antérieur, ils ont aussi une vraie amélioration de la symptomatologie douloureuse. D'accord.
Pas En facile. tout cas, pas de PUC, pas de prothèse unicompartimentaire s'il n'y a pas de croisée antérieure. C'est une question. Alors, est-ce que moi, j'en ai fait 2 cette année, des PUC plus LCA. Ça se Ah, passera avec le LCA, correction du Ouais. LCA, d'accord. Ouais. Alors, à Marseille, mon patron m'a toujours dit, attention, PUC sans LCA, pas bon. Je crois, pour lire un petit peu la littérature, surtout des Oxfordiens, il y a quand même un courant de pensée qui dit que ça ne change pas grand-chose, Oui. à condition de leur mettre des pentes neutres. Mm. Donc, je se posera la question. J'ai opéré une ancienne pro, une américaine là, qui vient en France, qui avait 41 ans, qui s'est pété qui s'est pété un greffon, donc un greffon de LCA, avec une arthrose catastrophique, à qui j'ai fait plus LCA. Cette année, elle va très bien. À partir du moment où ce n'est pas des grands sportifs très jeunes, la PUC toute seule et une pente à zéro, je pense que ça suffit. Une petite question technique, comment éviter pendant l'ouverture l'écrasement finalement métaphysaire, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on veut ouvrir l'angulation, mais en fait c'est le spongieux, voire un petit peu les corticales qui s'écrasent. Est-ce qu'il y a un petit geste technique? Peut-être ce petit outil-là que tu nous as présenté paraît assez intéressant pour progressivement dilater et ouvrir l'espace. Moi, vraiment, le truc, c'est les ciseaux de Mackie Wentz, là, les chisels de Mackie Wentz. Donc, c'est des grandes lames. Le plus grand, il fait 3 cm. Le plus petit, il fait 5 mm. Il y en a 6. Moi, j'en utilise toujours que 3. Je mets le plus grand en bas. Je mets le moyen au-dessus en jouant sur la souplesse, c'est-à-dire que je rentre mon grand et je fais un peu béquer pour passer le grand au-dessus. Je les impacte jusqu'au fond de mon ostéotomie. Et après, je passe le petit ciseau de 5 mm. Et ça crée une ouverture de 6. Une fois que cette ouverture de 6 est passée, je prends le petit coin, un petit triangle de 4 mm, 4 degrés, que je mets juste en arrière de la TTA. Le plat vers le haut, comme vous dites, pour éviter de comprimer la métaphyse et de faire un trou, un ballon, quoi. Et une fois que ça s'est fait, j'enlève mes ciseaux et en arrière, sur la corticale post, je passe mon Méhari qui a des très grands dedans. Il est très, très grand. Il est tout plat et il va très, très loin. Et donc, avec celui-là, j'ouvre derrière. Et ça fait tomber ma cale. Et après, c'est très, très progressif. Le Méhari, j'ai une petite roulette. Je joue avec la roulette tout doucement. Il faut vraiment y aller mollo. Parce que c'est con de péter une charnière à cette étape-là alors que la coupe est faite. Si ça résiste, il y a un problème. Soit vous n'avez pas assez coupé la corticale postérieure, soit vous n'êtes pas assez loin, elle est assez loin vers la charnière, soit le LCM vous retient, il faut un peu le bicruster. C'est pas normal que ça résiste, une métaphyse, c'est souple, ça doit s'ouvrir. Sauf cas particulier, hein, mais ça s'ouvre toujours. Je te pose une autre question par écrit. D'abord, tu as les félicitations d'Alain Fayette Ladj depuis Sao Paulo. Et tu as maintenant une question du Mali, de Ba Aliou, qui te demande la greffe osseuse est-elle obligatoire dans les petites ouvertures tibiales médiales? Très bonne question du Mali. Ça a été publié par Nicolas Pujol, à qui je vais aller manger ce soir d'ailleurs. Il dit à partir de 8 degrés, le taux de complication greffé versus pas greffé est pas recevable, donc il faut greffer. Moi, après, encore une fois, je l'ai fait appuyer dessus le soir même avec une plaque assez standard. Je pense que sans greffer, c'est quelque chose que je n'oserais pas. Donc, on a accès en France à des allogreffes. Alors, c'est hors GHS. Si je n'avais pas accès aux allogreffes, peut-être que je ne grefferais pas non plus. J'ai vu passer des papiers de mecs qui prélevaient le spongieux métaphysaire à travers leur ouverture pour venir le caler. Pas sûr que ça marche. Nous, on a fait beaucoup de ciment phosphocalcique. Ça, c'est une hérésie. Il ne faut pas le faire. Franchement, j'en ai enlevé 10. Ça se résorbe jamais. Ça fait des cailloux. Ça s'infecte. Enfin, c'est pas des trucs. Pour moi, le mieux, c'est l'autogreffe. Après, le problème, c'est qu'il faut les prélever de la crête. Donc, en reprise, je le fais. En première intention, l'allogreffe j'ai des images à 3 mois, c'est le Graal, hein, c'est de l'os, hein, c'est fini, tout s'est résorbé, tout est devenu parfait. Hein. Donc moi, je greffe toutes mes ostéotomies pour les faire appuyer dessus, tibial. Mais sinon, à partir de jusqu'à 8 degrés, il n'y a pas de vérité scientifique là-dessus. Ça ne sert pas à grand-chose. Après, il y a aussi le saignement.
le fait de combler, ça diminue vachement le saignement. Ça, c'est le papier de Steven. Il dit que reprise du travail, reprise du sport et saignement post-op drastiquement amélioré. Alors maintenant, bien sûr, Hexacil, on fait Hypaxea, on fait de la RAC quoi, sur l'ostéotomie. C'est vrai que ça fonctionne, hein. Ça marche comme un croisé. Hein. Ça ne s'aide pas beaucoup plus. Hein. Alors maintenant, j'ai une question d'Étienne Cavaignac. Aïe, aïe, Il a aïe. ouvert son micro. Merci pour la super présentation. C'était vraiment très, très bien. Merci, Rien à Étienne. dire. Je crois que je serai un des premiers à la re-regarder. Ça, je n'y comprends. Vraiment... Alors, moi, je suis l'inverse de toi. C'est une intervention qui me fout les pétoches. Je n'ai pas peur de grand-chose au bloc, mais les ostéotomies, putain, je ne suis pas bien. Tu es passé vite sur ta broche ou ta vis que tu mets en latéral pour éviter de casser la charnière. Parce que tu nous as dit, oui, je mets une vis en latéral, certes. Mais quels sont tes repères? Comment tu la mets? Quand? À quel moment d'intervention? Voilà. Merci Étienne de cette question. C'est vrai que j'ai essayé, vous m'avez donné 40 minutes, j'ai parlé 1 heure, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas parler de PSI. Les broches de charnière, c'est vraiment un truc, on a beaucoup publié sur le sujet. Ça nous est tombé dessus par hasard. Moi, j'adore. Tu vois, c'est le genre de truc, il n'y a pas de meilleure recherche clinique que celle qui te tombe dessus par hasard. Donc, quand on a commencé à faire les PSI, on trouvait qu'ils ne tenaient pas bien fixés à l'os. Il n'y avait qu'une broche, il n'y avait que la broche qui permettait de couper. Et Greg Larcher, le patron de Nuclip, il dit putain, on a qu'à en mettre une deuxième qui va intersecter la première broche pour éviter qu'on coupe à travers. Moi, on dit putain, c'est génial, pourquoi on n'y est pas passé avant? Donc, ça, c'était le premier point. Faisant ça, on s'est rendu compte sur cadavre qu'on arrivait à leur tordre le tibia en deux, que ça ne cassait pas, en laissant cette broche en place. Parce qu'au début, on l'enlevait quand on ouvrait, on ne savait pas. Et puis on s'est dit, tiens, on la laisse, et puis on s'est rendu compte qu'on arrivait à tordre les broches. Donc on a fait une étude cadavérique, on s'est rendu compte qu'on augmentait de 800% la résistance de la charnière à la fracture, gauche versus droit avec la même coupe, le même machin, le même tout. Et puis après, se pose la question de la vis. Alors, tu vas en voir beaucoup des vis de charnière pour une raison très simple, c'est que le codage nord-américain et le codage allemand, si tu fais protection d'un os susceptible de fracturer, tu augmentes de 1 000 € ta codation, ton codage. En France, j'ai regardé, ça n'existe pas. Pas la peine d'essayer. Donc, si tu veux, tu vas en voir des wagons sur Internet parce que les mecs, ils mettent tous des vis parce qu'ils gagnent 1 000 € de plus à la mettre. Donc, il y a une grosse pression nord-américaine et allemande parce que ça modifie vraiment le système de codage. Nous, on ne l'a pas. Donc, la broche, comment je la mets? Soit je la mets avec le guide de coupe, soit je la mets en percute. Au fémur, en percute, c'est assez chiant parce que si tu croises toutes tes 3 broches sur ton condyle, tu touches tes broches à chaque fois. Ce n'est pas suffisamment dur à mettre. Donc, ce que je conseille, moi, c'est de faire… Ce que je fais, c'est que je commence ma coupe, je fais quasiment tout, j'enlève une broche et je mets ma broche de charnière avant d'ouvrir. Mais ça, il faut anticiper qu'il ne faut pas tout… Elle ne te protège plus pour couper. Hein. Donc, pour le fémur, c'est dur de mettre la broche de charnière avant d'avoir coupé. Pour le tibia, tu as la place. Donc, je me mets… Je te montre ça. Ça, c'est mon genou. Hein. Là, il y a ma fibula. La fibula, Gerdi ici. Je mets la broche entre les deux. Tu vois, un peu comme le LAL, tu vois, à la base, sur Steven Class. Je me plante au-dessus, là, dans le plateau tibial, et je me dirige quasiment vertical. L'idée, c'est que tu t'en fous que tu sortes dans la péronéotibiale supérieure ou juste en dessous. L'idée, c'est qu'à un moment, elle doit croiser tes broches et tu dois faire un joli triangle comme ça et que ta scie, elle vienne taper dedans. Ça augmentera la résistance à la charnière de la même façon. Donc, oui, c'est compliqué. Si jamais ta charnière casse et que tu as mis ta broche en place, déjà, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas, tu peux, maintenant, on a développé un ancillaire avec Nuclip où on peut mettre une vis 4-5 cannulée au-dessus d'une broche de 1,8. Donc, c'est pour ça que cette broche, maintenant, on met une broche de 1,8. Et si jamais tu es inquiet, tu peux glisser une vis en fin d'intervention. Donc, la broche de charnière, quoi qu'il en soit, qu'elle soit au fémur ou au tibia, il faut la mettre avant d'ouvrir. Idéalement avant de couper. Au fémur, c'est très compliqué. Enfin, le plus souvent, tu tapes dans tes broches, tu n'arrives pas à la passer parce que l'espace est restreint à l'arrière du fémur. Au tibia, on le met au tout début et il faut, dans tous les cas, l'avoir avant d'ouvrir. Il ne faut jamais l'enlever avant d'avoir mis la plaque et les vis. Parce qu'il suffit de l'enlever et de forcer un peu sur la plaque, et tout qui pète. Là, parce qu'une fois que tu es en tension dans l'ouverture, si tu enlèves ta broche avant d'avoir fixé, il suffit qu'il y ait un mec qui mette un coup de coude sur le tibia, ça casse. Une autre question? Paul, tu as rouvert ton micro, tu veux reposer une question? Non. J'ai Corinne, les autres, hein, pas Corinne, je ne vais pas monopoliser. Corinne, tu poses ta question? Oui, le pire. Tout coucou et mi-fili, quoi. Putain.
Je me demande quelle imagerie tu utilises pour faire tes planifications, parce que je sais que sur ma thèse, là, j'ai des patients qui sont soit en flexum, soit en rotation externe sur les membres inférieurs. Et en fait, ça me donne des HK qui sont un peu qui sont faux, en fait. Et je voulais savoir comment t'éviter ce genre d'erreur. Excellente question, Corin. Excellent. On voit que tu as appris avec les meilleurs. Je pense aux Toulousains, bien sûr. Si tu es alors, l'idée, c'est de demander au radiologue de centrer les rotules sur les clichés. Mais ils n'y arrivent jamais. Et vu qu'il te les renvoie une fois, deux fois avec les rotules toujours à chaille, la meilleure solution, c'est de demander des télémétries en appui monopodal. Ça oblige les gens à mettre la rotule au centre. Tu peux quasiment pas faire un appui monopodal avec le pied en rotation. Tu es obligé d'être centré. Et ça vient du fait que les gens ont des torsions naturelles qui sont parfois excessives. Donc, si tu fais du monopodal, tu as toujours des bons clichés. Conseil. Okay, merci. Donc, moi, quand je vois des patients qui viennent me voir avec une télémétrie faite chez moi avec les rotules qui sont comme ça, donc la rotule, normalement, tu dois voir ta fibula légèrement tachée par le tibia, puisqu'elle est légèrement postérieure, et ta rotule, elle doit être invisible et centrée entre les deux épicondyles. Ça, c'est le critère de Ronan Van Leeuwarden. Et pour avoir ça, si tu n'arrives pas à l'avoir en bipodal, le monopodal, ça change tout. Et tu es sûr d'avoir des bonnes radios. Ok. Basinga, une question? Non. Bon, quand vous avez ouvert le micro. Mais Basinga, on t'écoute. Bonjour. 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 Non, je n'avais pas de questions. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ouais. Faites connaître ces conférences autour de vous, si ça vous a plu. Pas de problème. D'autres questions? C'est le moment ou jamais. Hein? Ben ouais. Non, je suis relativement disponible comme garçon. On est allé au bout des questions. Une dernière. Une ostéotomie, ça déforme l'extrémité supérieure du tibia. Est-ce que ça ne gêne pas la pose ultérieure d'une prothèse totale de genou? Ah, ça, je pense que la réponse est bien sûr oui. Raison de plus pour ne pas trop surcorriger des os normaux. Donc, encore une fois, si Dieu nous garde, regardez les angles. Si votre MPTA est normal, ne faites pas une ostéotomie tibiale de validation. J'en vois tous les jours des dossiers avec des tibias abjects, avec des MPTA à 96, alors qu'il n'y a qu'une usure intra-articulaire et un peu du fémur. Il faut repartir de la base. Où est la déformation? Combien il y a de déformation? Est-ce qu'elle est intra-articulaire? Dans quel os explique la déformation? Une fois que ça s'est analysé, vous ne vous poserez plus la question. Est-ce qu'il faut faire une PUC? Est-ce qu'il faut faire une PTG? Est-ce qu'il faut faire une ostéotomie? Et une fois que vous avez compris ça, ne surcorrigez pas trop parce que, comme vous dites, M. Chiron, les PTG les plus difficiles, c'est les PTG post-autotomie surcorrigés. Les varus qui partent en valgus, c'est des cauchemars à équilibrer de façon libre. La balance ligamentaire est un cauchemar. Après, maintenant que je sais ça, il vaut mieux mettre une vis à 1 000 € qu'une PTG à 500. Ah, ça, c'est sûr. Mais il faut aller en Allemagne pour ça. Il faut aller vivre. Ou partout ailleurs qu'en France. Et, il y a quelqu'un qui a levé la main. Monsieur Bas. C'est bon? Monsieur Bas qui a levé la main. Bon, Bas, allez. Aliou. Posez votre question. Il n'y a pas le micro. Il faut mettre le micro en marche. Désolé, c'est bon. Allez. Voilà, désolé. Merci encore une fois de plus. Franchement, très belle présentation. Je me suis régalé. Et maintenant, par rapport à ma première question, parce que j'ai posé ma première question par rapport au HK, parce que vous avez dit qu'il faut plus se référer sur le HK n'est plus la bonne mesure. Les 3 degrés dont on nous disait qu'il faut essayer de se trouver pour les OTV, qu'il faut essayer de trouver autour de 3 degrés. Donc, je n'ai pas bien saisi la partie là. Parce que vous avez dit qu'il faut aller avec la ligne de Mikuli qui passe à 55 degrés. Je n'ai pas bien saisi cette partie. Je ne sais pas si vous avez... Oui, je comprends tout à fait ton inquiétude et ton questionnement. J'étais comme toi. Au début, je faisais avec l'HK. Je dis, voilà, il y a 170 degrés de varius, et, on veut 182, il faut corriger 13. Mais sachant ça, tu ne sais pas ce qu'il faut corriger. Parce que l'HK, c'est un angle qui est la somme de la déformation fémorale, articulaire et tibiale. Donc, si tu veux, pourquoi on dit qu'il ne faut pas regarder l'HK? Parce que c'est un faux ami. En fait, il est super cet angle. Moi, je pourrais planifier mes ostéotomies sur l'HK parce qu'il donne tout de suite la déformation.
tu as 170 degrés de valgus, de varus, tu veux finir à 182, il faut mettre 12 degrés quelque part. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui n'ont pas été formés et qui n'ont pas eu l'ouverture d'esprit de comprendre que ce n'est pas varus, tibia, valgus, fémur, ils vont partir de ces 12 degrés et ils vont les coller dans un tibia qui est normal. Et ça va finir en catastrophe et on va te dire, bah, regarde, putain, les osteotomies tibiales de validation, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Quand le tibia est normal, ça ne marche pas. Donc, du coup, on dit aux gens, arrêtez avec HK. Et tous les gens qui parlent d'ostéotomie, ils ne parlent pas d'HK. On ne parle plus d'HK. C'est volontaire. C'est une espèce de secte des anti-HK. Et en plus, on est tous des grands fans de Johan Mikulic. Donc, on dit, il faut parler de la ligne de Mikulic. Putain, c'est ça la clé. Ce n'est pas mieux qu'HK, la ligne de Mikulic. C'est juste que la ligne de Mikulic, elle ne te donne rien comme information. Elle te dit juste valgus, varus. Ce qui est déjà énorme comme info. Mais au moins, tu n'as aucune arrière-pensée. Tu ne sais pas combien il faut corriger avec Mikulic. Tu sais juste que l'alignement de base, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur des épines. Et ça t'oblige à avoir une réflexion complète qui est mon fémur a une déformation de base qui est ça, mon genou a une déformation de base qui est ça, mon tibia a une déformation de base qui est ça. Sachant ça, sachant que je veux corriger, où est-ce que je vais corriger? Est-ce que c'est majoritairement le fémur, le genou ou le tibia le problème? Sachant ça, je vais tirer mon trait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une technique dite de Mignacci. Je ne l'ai pas cité, mais c'est la technique de Mignacci et Jacob, publiée dans KSSTA en 98, je crois. Tu tires des traits et tu switches, tu fais ce qu'on appelle un shifting de la ligne de Mikulic, de sa position initiale à sa position rêvée, celle que tu aimerais avoir après l'opération. Donc ça, si tu veux approfondir, lis la technique dite de Mignacci, M-I-N-I-A-C-I, c'est un allemand encore, Mignacci et Jacob, J-A-C-O-B. Et là, et en fait, ça te permet de ne pas être aliéné par une logique prothèse de genou qui est l'HK. Ça t'oblige à aller chercher plus loin qu'un simple angle de 12 degrés qui ne donne aucune information sur le problème. Juste tu ne peux pas juste savoir la quantité, il faut savoir où est le problème. Okay. Une autre question? Merci. Et la deuxième question, bon, allez-y. Nous ici un peu au Mali, bon, je pense que c'est un peu le même problème en Afrique. Les patients n'aiment pas garder le matériel longtemps parce que certains ont des croyances qu'il faut mourir avec du matériel dans le corps. Par rapport à l'ablation du matériel, c'est quel délai que vous avez pour les OTV? Il faut les enlever ou il ne faut pas les enlever? Si oui, à quel délai? Moi, j'enlève toutes les plaques qui gênent. Tous les gens qui me disent j'ai mal, j'ai pas envie, je leur dis tous, hein. Je leur dis à peu près 30% des gens qui vont se plaindre de la plaque, je les enlève. Tu les enlèves en ambu, c'est pas compliqué, les gens ils remarchent tout de suite dessus, ils sont arrêtés 3 jours. Et puis, si c'est vrai que ton ostéotomie dure 20 ou 30 ans plus tard, enlever une plaque, ça peut être plus difficile. C'est vrai, surtout avec des vis en titane maintenant. Putain, il ne faut pas les foirer. Non, mais bien sûr, tout à fait. Non, moi, je les enlève systématiquement quand les gens le réclament et ça m'arrive à peu près dans 30% des cas. Je les enlève en général. Je dis aux gens, l'idéal, c'est 12 mois. Dans les cas de plaques douloureuses, parce que ça arrive, hein, surtout chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de douleurs médiales osseuses liées à la contrainte que crée la plaque. Mon record, c'est 6 mois. Mais avec une ostéotomie parfaitement consolidée et aucune angoisse. Et une patiente très obéissante qui était vraiment très douloureuse, infirmière, qui m'a dit, moi, je n'arrive pas à travailler. Elle a repris le travail à 2 semaines de la MOS en me disant, j'ai plus aucune douleur. Moi, j'aurais une autre question à te poser. Au vu des publications, mais je vais honnêtement te dire les plus anciennes, c'est ce qui peut l'expliquer. Quand on regarde la survie d'une ostéotomie moyenne, c'est de 7 à 10 ans. Quand on regarde une PUC ou une PTG, c'est plus long qu'on ne le croyait, c'est de 20 à 25 ans. Mais je pense que ces publications datent d'une époque où on faisait des ostéotomies chez des gens qui avaient des arthroses au stade 3 et 4. Et donc, c'était l'évolution de l'arthrose qui continuait et l'ostéotomie ne durait pas longtemps, ce qui pouvait en faire repousser les indications. Mais je pense que dans tes indications, tu espères que ça va durer plus de 10 ans. On y croit à mort, monsieur. Après, il vient d'avoir un papier. C'est pas ce qui est écrit. Non, bien sûr. Il vient d'avoir un papier d'Alan Getgood de London, Ontario, là, qui dit qu'il, lui, il a 80% à 20 ans. Voilà. Mais chez des malades qui n'ont pas encore une arthrose évoluée, quand ils sont attendus. Et puis, il faut. Avec des vraies déformations osseuses. Et puis, il faut dire la vérité, c'est toujours la même chose. Mais qu'elles échouent, ces ostéotomies. Si on tient 15 ans, on tient 15 ans. Si on tient 10, on tient 10. C'est pas grave. Je veux dire, on ferme la porte à rien. Le problème de la PUC,
c'est que c'est une amputation. Vous enlevez la moitié d'un genou. Quoi qu'on dise. Le mec a PTG, c'est l'ablation de tout le genou. Ah oui, donc il n'y a aucune marche arrière. Une fois que vous êtes rentré dans le cycle, c'est-à-dire que l'ostéotomie, elle échoue, vous pourrez toujours faire des PRP ou de la visco, ça ne changera rien. Le mec, il a toujours mal après son ostéotomie, il a toujours son genou. Vous avez rajouté une plaque et un coup de scie. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de complications, mais si ça fonctionne bien, au bout de 5 ans, il revient avec ses douleurs. Il est dans la situation où il était au départ. Le mec, il revient avec des douleurs post-PUC. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre une PTG. Il revient avec des douleurs sur PTG. Qu'est-ce qui va se passer? Une RPTG. On sait tous que ça finit mal, ces histoires-là. Donc, la bonne nouvelle avec l'ostéotomie, c'est que vous ne gâchez rien. Vous avez juste mis un coup de scie à travers le genou et une plaque. D'accord, j'entends ces arguments. Quels échouent ces ostéotomies? Moi, je suis très content quand même. Je ne vais pas te souhaiter que tes ostéotomies échouent. On va espérer que ça dure le plus longtemps possible parce que tu as bien fait l'opération avec de bonnes indications. D'autres questions? À part quand est-ce qu'on mange? Oui, plus les mecs, ils m'attendent pour aller au resto. Oui, c'est ça. Bon, mais je crois que tu ne pouvais pas faire tout le tour de la question, mais tu l'as bien abordé. Je suis vraiment désolé. Tu as posé les problèmes en profondeur et franchement, moi, je vais laisser passer un peu de temps et je vais réécouter tout ce que tu as dit, peut-être plus lentement, en arrêtant de temps en temps sur quelques sujets. Vous êtes ravi de discuter. Nous arrêtons là. On va dire au revoir à tout le monde et merci d'avoir participé. Merci Olivier. Merci à tous, c'était super. Je suis très honoré d'avoir passé cette soirée avec vous, les gars. Au revoir. À très vite. Bonne soirée à tous. Au revoir.